club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et ça y est, nous sommes le week-end, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous parlons auto avec vous jusqu'à 13h. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous êtes toujours poli tous les samedis matins, qu'est-ce que c'est ma bien. Maman qui me dit faut être poli à la radio. Oh, c'est bien, et pas qu'à la radio, dans la vie aussi. Allez, au programme de On parle auto, vous qui pouvez nous appeler directement. D'ailleurs, je crois que maintenant vous le connaissez, le numéro de téléphone. 0826 300 300, à force ça rentre doucement mais ça rentre. Ou alors vous pouvez nous envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Wow. En mettant bien l'objet, parce que on peut participer à plein d'émissions sur Sud Radio, mais vous mettez votre auto. On parle auto, pardon. Allez, vous mettez autant pour moi. votre sujet, c'est drôle. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr nous rejoindre dès maintenant sur la page Facebook de Sud Radio, et puis la page YouTube également, où on découvrira également aujourd'hui l'essai de la semaine. Allez, au programme de cette émission, alors là, attention, il y a du lourd. Vous détenez une information. Il y a du plus léger, mais on commence par le très lourd. On va parler avec l'ICCT d'une étude. L'ICCT, c'est les gens qui ont révélé le Dieselgate. Voilà, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Eh bien, ils ont fait une nouvelle étude et il s'avère qu'aujourd'hui, on ne parle pas de quelque chose du passé, aujourd'hui, 77% des diesels qui circulent ne respectent pas les normes. Ok. Voilà, ça c'est dit. On va décrypter ça évidemment au moment de notre rendez-vous. On va parler évidemment du permis papier. Quoi ? Il paraît que ça va être un lointain souvenir, alors que vous et moi, on l'a connu rose. Oui, moi je l'ai toujours d'ailleurs, moi aussi. Mon permis rose. Oui, c'est la dématérialisation. Alors ça va se faire. Alors on va avoir aussi la carte verte qui va disparaître, mais le permis, on va voir quelles sont les modalités de disparition de ce permis papier. Mais si vous voulez conserver le vôtre, je vous rassure, ça ne sera pas interdit. On pourra avoir la version informatique et garder une version papier. On va décrypter également tout ça, et puis le côté un peu collector. Moi j'aime bien. Tiens, puisqu'on parle de collection, on va parler de l'aventure Michelin côté collection, mais aussi du Motor Passion à Avignon. Oui, Motor Passion à Avignon, qui est un salon dédié aux véhicules de collection, qui est maintenant un des plus grands salons français. Donc on ira prendre un petit peu le soleil à Avignon. Je ne sais pas si on ira sur le pont, mais en tout cas, on ira visiter ce chouette salon où on fête les anniversaires. Alors, de la mythique Porsche 911, on fête l'anniversaire, on en a parlé, les 70 ans de la Corvette. On fête aussi, on rendra hommage à la marque française Talbot. Et puis on parlera de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, Laurence, c'est les cyclocars. Est-ce que vous savez ce que c'est que les cyclocars de course ? Non. Je vais être honnête. Vous allez être obligé de rester jusqu'à la fin. Écoutez, ça tombe bien parce que j'avais envie de rester jusqu'à 13h. Allez, vous l'avez compris, c'est parti. Il y a d'autres sujets qui vous seront proposés. Surtout, vous n'oubliez pas, on parle auto, c'est vous. Avant tout, c'est vous. Vous nous appelez 0826 300 300. Conseils pratiques, voiture à changer, toutes vos questions sur l'automobile. On vous attend dès maintenant et c'est notre ami Maxime qui est à la réalisation. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Tout se perd, mon bon monsieur, ma bonne dame. Nous allons parler du permis papier, le permis de conduire en version papier qui, normalement, sera peut-être bientôt un lointain souvenir. Oui, c'est Bruxelles qui avance progressivement dans la dématérialisation de tous les papiers officiels. Pour en parler avec nous, on a Christophe Dandois, qui est cofondateur de la Néo-Assurance. Néo-Assurance Léocard. Bonjour Christophe. Vite fait Léocard pour resituer. Bonjour. Alors, Léocare, c'est la première néo-assurance en France qui fait qu'on simplifie le quotidien des Français. Tout est dans son mobile, pour la voiture bien évidemment, mais aussi la maison et la moto. En quelques minutes, on est assuré et surtout, on a tout un ensemble de services de prévention qui finalement ne fassent que ce ne soit pas que de l'assurance, mais aussi de la prévention pour simplifier son quotidien. Donc je vais inventer un mot nouveau, vous avez dépapratisé l'assurance, voilà. Et vous êtes sans doute content de cette dématérialisation qui risque d'intervenir sur le permis de conduire. Et on sait que quand on a des problèmes avec les paperasses en France et l'administratif, vous allez être un petit peu le Père Noël, vous. Alors, à la fois oui, au niveau européen, et je vais être un petit peu taquin, non pour les Français. Comme vous le savez, on a toujours ce vieux papier vert sur le pare-brise, qui est la carte verte. On nous l'avait promis comme étant fini, dématérialisé en avril 2023.
Et semble-t-il que ce sera plutôt un sujet de 2024. Donc là aussi, sur la dématérialisation du permis, qui est très intéressant, puisqu'on comprend tous qu'on ne l'aura plus dans la poche, mais dans son mobile. Ça simplifiera aussi un certain nombre de démarches, ça harmonisera la façon aussi de conduire et de s'assurer au niveau européen. Maintenant, beaucoup de pays sont en avance. La Suède a déjà fait un certain nombre de tests. On espère que la France va plutôt rattraper le retard. On n'est pas leader au niveau de Bruxelles dans ces chantiers. Alors Christophe, je vais me faire l'avocat du diable, mais le permis dématérialisé, j'oublie mon téléphone chez moi. Vous allez me dire, c'est comme si vous oubliez vos papiers. Mais pire que ça, mon téléphone n'a plus de batterie. Je suis arrêté par la police. Alors eux, vous allez me dire, ils ont un moyen de vérifier que vous avez bien un permis. Mais comment je fais pour le produire à d'autres gens qui n'ont pas le moyen de vérifier? Par exemple, je loue une voiture où j'ai besoin de montrer mon permis et je peux pas. Alors, à ce stade, bien évidemment, l'oublier globalement au sens face à un loueur, il n'est pas décidé qui va avoir accès à cette base. D'accord. Elle sera européenne. Donc ça, sachez qu'on en est au début de ce chantier et que l'objectif au niveau européen, on parle de 18 mois, soyons raisonnables, parlons plutôt de 2 à 3 ans. Ça reste encore quelque chose de prospectif. Ça va pas être tout de suite voilà. Alors. Mais par contre, pour répondre, Maxime, à votre question, vous le savez, depuis le 1er janvier 2019, la France a mis en place le fichier FEVA, le fichier des véhicules assurés, qui fait que quand vous avez un contrôle des autorités sur la route, elle ne regarde plus votre carte verte ou d'ailleurs ce que vous pouvez lui présenter, mais directement, elle se connecte dans ce FEVA et elle sait qu'associé à l'immatriculation que vous présentez, il y a une assurance ou non. Donc, elle ne regarde même plus les documents que vous avez à faire. Et donc, l'objectif de cette base et de permis dématérialisés, vous savez qu'il y a 7 à 8% des Français qui roulent sans permis et aussi sans assurance, malheureusement. Et que aussi au niveau européen, il y a une problématique, c'est que très souvent, lorsqu'un transfrontalier se fait arrêter par la police, certes, il va payer. Par contre, il n'y a pas d'impact sur le permis. Donc cette harmonisation, c'est aussi... ça va permettre de retirer des points aux étrangers, par exemple, qui sont en infraction... Je suis sûr que ça plaise à tout le monde, moi, cette histoire. Non, mais même en allant plus loin, Christophe. Plus loin que j'ai pas de permis, j'ai pas d'assurance. Je passe devant un radar automatique. On sait désormais que certains contrôles peuvent accéder justement au fichier des assurances. Donc là, je vais recevoir un PV pour la vitesse, un PV pour le défaut d'assurance, et puis un PV pour le défaut de permis de conduire. Ouh là 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 là. Moi, je ne suis pas les autorités, donc je laisserai les gens compétents s'exprimer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même un intérêt dans l'intérêt du citoyen. D'abord, de tout dématérialiser, ça simplifie quand même. Je ne vois pas tout de suite comme ça, là. On va y arriver. D'abord, de tout avoir dans son mobile, soyons quand même clairs, ça simplifie quand même radicalement notre façon de vivre. C'est quand même pour ceux qui ont un mobile, excusez-moi de oui, ma maman, par exemple. Voilà, c'est vrai que c'est le mouvement un peu de tout ce qu'on appelle le progrès, mais nos anciens qui n'ont pas de mobile encore ou qui s'en servent juste pour téléphoner. Je pense que votre maman a un mobile quand même. Ça m'étonnerait que votre maman n'ait pas de smartphone quand même. Sur le marché, il y a plus de 100% de smartphones, donc un peu plus de 1 par Français. Si je dis pas de bêtises, les impôts sont dématérialisés et obligés depuis 2016, il me semble, en France. Donc voilà, globalement, on n'est pas dans une fracture numérique qui serait une problématique d'avoir le haut débit ou un smartphone d'une certaine catégorie ou d'un prix. On est quand même basé sur des applications aussi simples que la météo ou je sais pas, SNCF ou etc. Donc il y a quand même quelque chose de simplificateur. Et puis n'oublions pas que la fraude, ce qu'on vient de dire, cette fraude, quelqu'un la paye à la fin. Et peu ou prou, c'est nous qui la payons tous. La France a de toute façon, Christophe Dandois, vous qui êtes cofondateur de la Néo-Assurance Léocard, il est évident que si on a quand même notre papier en poche, ça fonctionnera quand même. Donc, de toute façon, on n'en est pas encore là, vraiment. C'est vraiment que le début, vous dites. Voilà. Et en plus de ça, je peux quand même avoir mon papier rose ou ma petite carte pour les jeunes. Et la petite carte, en l'occurrence, la rose, c'est pour moi le vieux. Dites donc. Vous aviez bien commencé, vous étiez agréable au départ. Parce que Jean-Luc et moi, on a toujours le petit papier rose, monsieur. Exactement. Voilà. Mais moi aussi, j'ai 52 ans, donc j'ai le papier rose. Voilà. Alors. Voilà. Mais par contre, intéressant quand même de se dire, dans l'intérêt du citoyen et des Français, des Européens, que la fraude coûte cher. La fraude, ça veut dire quoi? C'est à la fois de rouler sans assurance et c'est aussi faire une fausse déclaration à son assurance. Et elle représente, alors c'est toujours difficile, est-ce que c'est 7 à 10%? Le marché français de l'assurance, c'est à peu près 20 milliards d'euros sont collectés chaque année
pour couvrir l'ensemble des assurances sur à peu près les 30 millions de véhicules qui circulent. Ce qui n'est finalement pas payé est plus ou moins payé à la fin par le citoyen. Et donc, de mettre en place des dispositifs qui centralisent, simplifient la démarche et quand même réduit la fraude, ça reste quand même peu ou prou transféré du pouvoir d'achat. Donc ce n'est pas qu'une vision, administrative, européenne, bruxellienne. Ouais. Voilà. Mais il y a quand même un enjeu de sécurité. C'est quand même le premier enjeu présenté par Bruxelles, c'est aussi les accidents, bien évidemment, c'est-à-dire le fait d'avoir son permis, le fait d'être identifié. Et il y a aussi une volonté dans ce permis dématérialisé d'harmoniser aussi une appréciation d'évaluer le conducteur. Donc je le vois, il y a quelque chose de didactique qui est quand même toujours important dans cet aspect de prévention. Il y a quelque chose d'administratif dans la simplification. Et il y a quand même éviter la fraude et donc redonner du pouvoir d'achat. Oui, puis éviter les permis falsifiés également, puisque ça arrive souvent. Il y a des trafics aujourd'hui de papiers qui sont organisés, qu'on vous vole votre permis de conduire, et puis vous retrouvez avec des PV, alors que c'est pas vous. Exactement. Il y a même des sites qui vous génèrent des fausses cartes grises, des faux permis, qui sont d'ailleurs assez bluffants, et même les outils de fraude, des fois, ont du mal à les détecter. Voilà. Et donc c'est pour couvrir même l'exemple que vous donnez, Maxime, que cet enjeu, malheureusement, alors la France, on devait lancer la carte identité dématérialisée là en avril, et on a été retardé pour des raisons techniques. On a notre carte verte, on est encore un peu retardé, et le permis, on est un peu retardé. Donc je profite de votre émission et de la prise de parole pour dire aussi que c'est important dans cet aspect. On parle beaucoup de souveraineté numérique, pour que la France, on récupère un petit peu notre retard. Et je profite d'avoir la parole pour dire qu'on a un peu tous les éléments pour le faire. Il faut un petit coup de pouce de volonté, peut-être un peu politique, un peu aussi des médias, pour qu'on aille plus vite. Pour conclure, vous voyez ça à horizon de quand ? 2-3 ans. Je pense que malheureusement, il faut dire les choses, c'est plutôt 3 ans. Bon, super. Ok, merci Christophe. Avec plaisir. Alors, et puis à bientôt alors. Maxime est le réalisateur, moi c'est Laurence, mon petit nom. Et moi c'est Jean-Luc. Je vais pas l'oublier, c'est le nom de ma femme. À bientôt Christophe. À bientôt. Christophe Dandois, cofondateur de la néo-assurance Léocard, que vous pouvez bien évidemment trouver sur internet, Leocare. Allez, à suivre. Après la pub, on aura Christophe encore. Ah bah encore nous on simplifie. C'est la journée des Christophe. Comme il y a des problèmes de prénom, on va avoir que des Christophe. Je sais pas, moi j'avais une voix. Et rigolez pas parce qu'on aura encore un autre Christophe après. Non, mais je suis pas étonnée. Bon, mais en tout cas, ce qu'on va aussi avoir, c'est plein de rendez-vous. Et donc le prochain rendez-vous avec un Christophe, c'est votre rendez-vous au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Et dans quelques minutes, nous allons tout simplement parler d'environnement avec des diesels qui tricheraient toujours. Mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Tout de suite, au 0826 300. Eh bien, nous accueillons Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci Christophe de nous appeler par nos vrais prénoms. Bon, Christophe, il m'a envoyé un message cette semaine et je me suis dit c'est bien de le faire partager à tout le monde parce que il a sauvé un véhicule et son propriétaire sans doute aussi parce qu'il aurait pu prendre feu dans la voiture. Racontez-nous. Eh ben en fait j'étais en train de faire un petit footing. Soit dit en passant, quand je fais un footing, je vous écoute toujours parce que j'habite pas dans une région où je reçois Sud Radio, donc je vous écoute en podcast. Ah, trop bien. On décalé, mais trop bien. Bravo, merci. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute en podcast. C'est 61 000, ça a peut-être même augmenté depuis. Ouais. Et puis en fait, il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Oui, toujours. Alors, pardon, excusez-nous. C'est pas de souci. J'étais en train de courir et puis au loin, en face de moi, mon attention est attirée par une voiture qui dégage une fumée blanche. Donc c'est pas quelque chose de commun. Alors mon attention se porte sur cette voiture et puis plus elle se rapproche, plus la fumée blanche commence à être importante au point de faire vraiment écran sur les deux voies de la chaussée. C'est une petite route départementale. Donc la voiture s'arrête sur sa droite. Moi j'arrive en face et quand elle s'arrête, il y a vraiment un gros nuage de fumée qui est vraiment énorme. Et puis je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je m'approche, je ne sais pas trop, je suis un petit peu surpris, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et le monsieur donc sort de la voiture tout paniqué, moi je l'étais également,
Il avait les clés dans la main et il me dit j'ai enlevé les clés et la voiture tourne toujours. Et quand je me suis rapproché, effectivement, le moteur tournait, mais à fond. J'avais jamais entendu un moteur tourner au... Voilà, un diesel qui s'emballe, parce que c'est un diesel. Oui, c'est parce ça, que, en fait, un diesel, on va apprécier, vous savez, il y a ce qu'on appelle de l'auto-allumage, il n'y a pas besoin de bougie, etc. Donc, quand vous coupez le contact, en fait, vous coupez l'arrivée du carburant, mais le problème d'un diesel qui s'emballe, c'est qu'il consomme l'huile qui est dans le moteur. Donc, vous pouvez toujours couper l'arrivée du gasoil. Quand vous coupez la pompe à gasoil, ça coupe l'arrivée du gasoil, mais il est en train de consommer sa propre huile. Et dans un moteur, ça dépend du type de moteur, mais vous pouvez avoir plusieurs litres d'huile. Donc le temps qu'il consomme tout, en fait, il est accéléré à fond. Donc en général, il casse avant. Ouais. Il est accéléré. Il est accéléré à fond et il consomme sa propre huile. Et on sait à quoi ça peut être dû ? Alors, à quoi ça peut être dû ? Il y a plein de raisons qui peuvent créer l'emballement d'un moteur diesel. Ça peut être alors ça peut être un excès de manque de maintenance. D'accord. Vous avez compris ? Non, mais parce que, en fait, sur certains diesels, quand la régénération du filtre à particules se fait mal, à chaque fois que vous coupez votre moteur, il y a du gasoil qui ruisselle dans les cylindres et votre niveau d'huile, il augmente. Et quand il dépasse un certain niveau, après le moteur, il va aspirer par le reniflard, il va aspirer ce trop-plein d'huile. Et une fois qu'il a commencé à aspirer l'huile par le reniflard, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est terminé. Enfin, si, il y a une solution pour l'arrêter. Et Christophe l'avait entendu à la radio. Comme je vous écoute tout le temps, pas forcément en direct, mais tout le temps, je me suis souvenu que vous aviez dit exactement la même chose il y a quelques mois. Et je me suis dit, il faut faire caler le moteur. Donc, je suis rentré dans la voiture, j'ai serré le frein à main, j'ai mis, je sais plus, la 3e ou la 4e. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, donc lâcher l'embrayage d'un coup, et elle a calé du premier coup tout de suite, et la fumée s'est arrêtée. Wow. Bon, après, le monsieur, après avoir repris ses esprits, il a dit, je vais essayer de la redémarrer. Ah non, pas tout de suite. Non. J'étais pas trop chaud, je lui ai dit, c'est peut-être mieux d'être un dépanneur. Alors, il a essayé de mettre un ou deux coups de démarreur, c'est pas reparti. Puis, non, mais je pense que son moteur, il a pris une claque, de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, je me demandais si c'est réparable ou pas, en fait. C'était une vieille Suzuki Sharp de 2009. Non, Christophe, on rappelle, Jean-Luc, on rappelle la démarche à suivre si jamais on vit ça pour sa propre voiture. Parce que vous allez couper le contact, c'est le premier réflexe. Vous allez dire, je coupe le contact, ça continue. Voilà, donc vous mettez le rapport le plus élevé de la boîte de vitesse, la 5e ou la 6e. Oui, alors de toute façon, vous allez débrayer, le moteur, il va monter dans les tours de folie. Mais il était à fond déjà. Oui, il était à fond parce qu'il était au point mort, c'est pour ça. Oui. C'est comme s'il était accéléré à fond, le moteur. Vous l'avez vu arriver, puis après il s'est arrêté. Au point mort, oui. Il a dit point mort, c'est la seule solution qu'il a eu. Il a eu le bon réflexe de se mettre au point mort. Il aurait dû rester en 5e et puis appuyer très fort sur les freins ou en 6e. Et puis là, il aurait calé. Et voilà, le problème était résolu avant même de s'arrêter. Donc concrètement, c'est quand même la panique quand ça arrive. Moi, j'aurais paniqué sans doute aussi. Donc le côté pratico-pratique, on est en train de rouler, ça se passe, le moteur s'emballe, la voiture est lancée, je me passe en 5e, je freine brutalement. Vous freinez brutalement. Je cale. Voilà. Si jamais je suis à l'arrêt, la voiture, et si jamais je suis à l'arrêt, savoir que le système de freinage est toujours beaucoup plus puissant que le moteur. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, même si vous êtes avec une boîte automatique et que vous pouvez pas désenclencher, parce que vous allez me dire comment je fais avec une boîte automatique. Comment je fais avec une boîte automatique ? Vous pouvez pas caler avec une boîte automatique. Donc là, le mieux, c'est d'avoir un Saint-Christophe sur le... Non. Arrêtez, il me fait peur, stop. Non, mais avec une boîte automatique, avec une boîte automatique, c'est la mort du moteur assurée, malheureusement. Est-ce que ça peut prendre feu ? Est-ce que ça peut prendre feu ? Oui, bien sûr, ça peut prendre feu. Parce que je me suis posé la question et vu que ça fumait comme ça, je me demandais, je me suis dit, je voyais déjà la voiture en train de brûler, quoi. Bien sûr, ça peut prendre feu, oui, évidemment. Évidemment. Bon, j'ai une petite question aussi ou une petite remarque, Jean-Luc. Je suis possesseur d'un Grand Scénic 1,2 litre TCE. D'accord. Et toutes les semaines, je regarde le niveau d'huile parce que je vous écoute et je sais qu'il y a des problèmes. Vous savez que ça consomme de l'huile, oui. Et il n'a jamais mangé 1 centilitre d'huile. Vous avez de la chance. Voilà. Ça ne peut pas arriver après 40 000 km ou 50 000, si ? Ah si, en général, ça arrive à 50 000 km. Oui. C'est les moteurs qui commencent à manger de l'huile depuis tout de suite, non ? Non. En fait, oui, ils commencent à en manger un petit peu avant, mais les vrais problèmes et casse-moteurs, c'est aux alentours de 50 000 km. Bon, on se tiendra au courant, alors. Oui. Vous allez nous rappeler, alors. Il y a des chances. Alors, l'avantage, celui-là, c'est qu'il ne s'emballera pas. Christophe. C'est le contraire. Merci. On vous souhaite une très bonne, un très bon week-end. Non, puis bravo pour le réflexe. Vraiment bravo. Bon, c'est grâce à vous. Oui, mais c'est vous qui l'avez eu. Merci beaucoup. Oui. Vous êtes dans quelle région, Christophe ?
En Savoie, Oh là là. au pied des montagnes. C'est beau. Bah oui. Très, très, Pays de la très. Mondeuse, entre autres. C'est ça. Côté Il y en a cépage d'autres vin. encore. Et il y en a d'autres. Mais Il y en a d'autres beaucoup. Le Gamay, Chignin Bergeron. Ah bah, on va s'entendre tous les deux. Au revoir, merci. Merci au revoir. Christophe, au revoir. Et bon jogging la semaine prochaine. Allez, Eh on ben, fait ça une marche, je vous pause. écouterai. Et puis nous allons découvrir l'essai de la semaine. C'est une Nissan Ariya. C'est joli comme nom pour une voiture. Oui, Ça c'est change. joli, Hein. ouais. Ça change des XY12 000. Voilà. Tout de suite sur Mais Sud c'est un Radio. SUV. Ok. Bion Motors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et dans quelques minutes, restez avec nous car une étude a dévoilé que au moins 77% des diesels trichés toujours. On décryptera cette information dans On parle auto et ce sera juste après l'essai de la semaine by Jean-Luc M de Paris que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de Sud Radio. Et vous avez pris le volant, Jean-Luc, cette semaine de la fameuse Nissan Ariya. Alors c'est un SUV qui est le cousin technique de la Renault Mégane E-Tech. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent la même plateforme et les mêmes motorisations 100% électriques. Exactement. C'est une grosse voiture, hein, 4,85 m de long, 1,86 m de large, un style un peu futuriste qui est accentué encore par la peinture bicolore de notre modèle d'essai et puis l'éclairage full LED partout, y compris même les anti-brouillards. Voilà. À l'arrière, la voiture, moi je la trouve un peu moins fluide que l'avant, mais on se console avec des roues d'un diamètre qui sont pas trop monstrueux, c'est 19 pouces. La vocation familiale, elle est affirmée par la contenance du coffre, 468 litres. Il y a aussi beaucoup de place derrière, même si l'assise est un peu basse. Ça veut dire que on a les genoux qui sont assez hauts et en fait, c'est pas très très confortable pour les longs trajets. Et ceux qui mesurent plus d'1,85 m, en plus, risquent d'avoir la tête qui touche le ciel de toit. Alors, il y a un truc qui m'a marqué. C'est vraiment des fois les détails. Vous avez des tapis de sol d'une épaisseur absolument incroyable. On dirait un peu un édredon en plume quand vous tombez dedans. Excellent. Mais franchement, des gros tapis de sol, on se croirait dans des berlines de luxe britanniques avec un double R sur la calandre. Bon, voilà. Bon. J'avais une version haut de gamme qui s'appelle Evolve, avec le toit ouvrant vitré qui est en série, ce qui crée une belle impression d'espace à bord. La présentation aussi est très high-tech et la qualité de fabrication, franchement, mérite des éloges. J'aime beaucoup le revêtement, par exemple, en tissu qui recouvre la planche de bord. Et puis, il y a un bandeau. Alors, c'est du faux bois, mais qui intègre, on se doute que c'est du faux bois puisque ça intègre des commandes tactiles. Hein. Donc, si c'était du vrai bois, ça marcherait pas. Bon, c'est à la fois complet, c'est épuré, et puis l'ergonomie est bonne. Elle aurait été parfaite d'ailleurs si Nissan n'avait pas mélangé sur le volant les commandes d'infodivertissement et les commandes des aides à la conduite. On s'y perd, hein, parce qu'à gauche, d'habitude, normalement, à gauche, c'est les aides à la conduite, à droite, l'infodivertissement. Là, ils ont un peu mélangé les boutons. Franchement, c'est limite dangereux à certains moments. Petite varicelle dans la voiture. C'est exactement ça. Alors, en revanche, les menus de l'écran central 12,3 pouces sont très intuitifs. C'est cette petite société là qui s'appelle Google qui gère tout ça, donc ils sont pas mauvais. Je pense qu'ils vont arriver à faire quelque chose. Et puis pour épater vos amis, vous avez quelques trucs sympas. Vous avez une boîte à gants à ouverture électrique, une console centrale qui s'avance et qui se recule également électriquement. Et puis ce qui est chic aussi, c'est que vous avez une sellerie en cuir matelassé. Bon, c'est une option qui coûte un peu d'argent. Ça coûte 1 500 €. Ah oui. Sous le capot, je vous l'ai dit tout à l'heure, un moteur électrique synchrone bobiné. Alors pourquoi synchrone bobiné ? Parce qu'ils se sont battus, les ingénieurs de Nissan, avec ceux de Renault. Et c'est ceux de Renault qui ont gagné, donc ils ont imposé leur vision du moteur électrique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de terre rare dans un moteur bobiné. Et normalement, quand on roule sur autoroute, ça consomme un peu moins. Je vous expliquerai tout à l'heure que ce n'est pas forcément le cas. Et ce serait presque plus écologique pour le coup. Ouais, c'est plus écologique. Pas de terre ça, c'est vrai. rare, Ouais, ça, c'est plus, écologique. Donc, version 2 roues motrices sur le modèle que j'avais, parce qu'il existe
existe aussi une 4 roues motrices avec 2 moteurs. Et puis avec la grosse batterie sur mon modèle, 87 kWh, c'est vraiment une grosse batterie, 242 chevaux, 300 Nm de couple. Les premiers tours de roue, ce qui séduit sur cette Ariya, c'est la douceur de conduite. La voiture, elle est silencieuse, il y a du double vitrage. Les suspensions, bon, c'est des suspensions classiques, mais elles ont un réglage moelleux. Et puis avec les pneus à flanc assez haut, ça procure un bon confort. C'est vraiment la principale qualité de la voiture. Ce SUV, il n'a pas le dynamisme d'une Mégane E-Tech, mais à défaut d'être joueur, le comportement est quand même sécurisant. Puis les performances sont très correctes. Ça accélère de 0 à 100 en 7 secondes 6. Ah, oui. C'est autrefois les performances d'une voiture de sport. Et ça, c'est bien parce que ça pèse quand même 2,1 tonnes, la bestiole. Elle va faire comment? Elle va se mettre au régime? Ouais. Côté récupération d'énergie, bon, les choix sont variés, mais ça dépend du mode sélectionné. On a éco, normal, sport ou B. On en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi une fonction e-pédale, mais c'est pas de la conduite, une seule pédale comme on avait sur. Oui, alors normalement, Laurence, le e-pédale, quand c'est activé, vous ne conduisez qu'avec la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture freine. Et ça allait jusqu'à l'arrêt auparavant sur la Nissan Leaf, sur la première. Et les gens ont trouvé que c'était pas bien parce qu'ils n'arrivaient pas à doser quand ils faisaient des manœuvres. Donc ils ont supprimé, ça s'arrête plus complètement, mais ça permet de ralentir beaucoup. Alors, Nissan annonce une autonomie de 530 km. Sur autoroute à 130 km/h, j'ai consommé en moyenne 27,1 kWh au 100. C'est beaucoup. Et pourquoi ? Parce que la voiture, elle est grosse, elle a un CX qui n'est pas terrible, 0,29. On a vu la semaine dernière qu'on était avec un véhicule qui était à 0,21, donc 0,29 c'est pas terrible. Bon, c'est mieux sur route. On est à 16,1 kWh. Pour ceux qui ont l'image, on verra j'ai mis avec des chameaux pour dire que c'était pas vraiment un chameau la voiture. Je l'ai mis au milieu de chameaux. On voit sur l'image. On est à 16,1 kWh au 100, donc ça donne une autonomie réelle entre 400 et 500 km, excepté sur autoroute, c'est déjà pas mal pour une voiture électrique. Alors au niveau recharge, le chargeur embarqué sur courant alternatif, c'est 7,4 kW, c'est pas beaucoup. On peut avoir en option du 22 kW, mais ça coûte 1 000 € encore, donc il faudra rajouter à chaque fois. Et puis sur la vitesse de charge maxi, sur des bornes ultra rapides, c'est 130 kW. On est quand même largement en dessous de la concurrence. Les Tesla sont à 240, les Kia et les Hyundai sont pareils à 230 kW. Donc ça, c'est un petit peu dommage, d'autant que le tarif est quand même pas donné. On est à 61 400 € sur cette version avec la grosse batterie. Sur mon modèle que j'avais en essai, 64 100 € avec les options. Bon, encore une fois, je vous dirais que les Américains font beaucoup mieux pour moins cher. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Même par rapport à Mégane E-Tech. On est même pas. Oui. Non, mais on peut pas vraiment comparer. La base technique, c'est à peu près la même, mais on est sur deux véhicules qui s'adressent pas à la même clientèle. Et côté segment, c'est pas la mieux lotie, quoi. Sur le même segment. Non, c'est pas la mieux lotie. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Je vous en prie. Vous pouvez profiter de votre essai sur la Nissan Ariya. Vous l'avez compris, son nom est beau, la voiture est plutôt jolie, mais bon, le prix aussi. Et vous pouvez retrouver entièrement l'essai complet par Jean-Luc Moreau de On Parle Auto sur Sud Radio, sur la page YouTube de Sud Radio, évidemment. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons tout de suite évoquer cette énorme information. Au moins 77% des diesels trichent toujours. On accueille Johan Bernard, qui est ingénieur et chercheur à l'ICCT et a priori au volant de sa voiture du côté de la Belgique. Bonjour Johan. Bonjour Johan, je crois qu'il est en Allemagne même. Bonjour Johan. En Allemagne, je sors du train. Vous arrivez à Berlin, c'est ça? Exactement, il y a un petit peu de bois autour, mais ça va, c'est la vie. Ça va. Essayez de pas trop bouger. Oui, c'est possible. Donc l'ICCT, moi je résume pour ceux qui savent pas ce que c'est vous qui avez révélé le Dieselgate il y a quelques années maintenant, et l'ICCT continue. Expliquez-nous comment ça fonctionne l'ICCT d'ailleurs. C'est le Conseil international du transport propre. Voilà. Exactement, nous sommes une organisation non gouvernementale. Oui, une ONG. Oui, exactement, nous sommes une ONG, exactement. C'était il y a plus de 7 ans maintenant, mais il y a de nouvelles études, de nouvelles mesures, et donc on continue donc à étudier les émissions des véhicules diesel et essence. Mais bon, les véhicules diesel sont encore en nombre important sur nos routes, sur les véhicules concernés par le Dieselgate.
Et donc c'est pour ça qu'on a ressorti une étude récemment. D'accord. Alors là, vous avez mesuré les véhicules en circulation et vous vous êtes rendu compte que finalement les niveaux de pollution étaient beaucoup plus hauts que ce qu'ils auraient dû être. Effectivement, en fait, c'est pas une information, je dirais, totalement nouvelle, puisque ça a été déjà, nous avons déjà publié sur le sujet plusieurs fois. La nouveauté, en fait, c'est de comparer ces résultats qui sont issus soit de la surveillance de marché de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, etc., et de comparer ça avec ce que la Cour de justice européenne a statué récemment sur le fait que la justification à ces fortes émissions données par les constructeurs n'était en fait pas légitime pour certains cas. Ouais. C'est là où il y a une nouveauté importante. D'accord. Alors je vais résumer pour ceux qui nous écoutent. En fait, la Cour de justice européenne a dit, parce que les constructeurs avaient le droit de prendre certaines libertés sur la dépollution au nom de la fiabilité des modèles, et la Cour de justice a dit ok, d'accord, mais dans la plupart des cas, c'était non pas pour préserver les moteurs des voitures, mais c'était pour vous éviter à vous d'avoir de la dépollution plus efficace. Donc en clair, la Cour de justice condamne ces méthodes qui consistent à ne dépolluer que dans certaines phases de fonctionnement, et en l'occurrence, là on parle de température. D'accord. C'est ça, hein? Effectivement, une des justifications les plus avancées par les constructeurs était de dire en dessous de 20 degrés ou en dessous de 17 degrés Celsius en température extérieure, nous devons réduire l'efficacité du post-traitement, donc ce qui permet de réduire les émissions. Et en fait, c'est un de ces exemples-là que la Cour de justice européenne a dit non, ce n'est pas une justification, je dirais, légale, puisque vous devez respecter en conditions normales d'utilisation la réglementation. Donc en Europe, on est à 11 ou 12 degrés. Donc si vous vous mettez à réduire les émissions, le post-traitement, donc augmenter les émissions dans des températures normales d'utilisation, ce n'est pas une justification valable. C'est-à-dire en gros, vous dépolluez pratiquement jamais, hormis au printemps, sur une petite route de campagne, quoi. Oui. Oui, exactement. En usage urbain, il y a énormément de cas, en fait. Je dirais l'exception devient la normalité, et c'est là où la Cour de justice européenne a dit que ce n'est pas une justification valable. Donc merci de revoir votre copie. Et surtout, le message, c'est aux autorités de gestion et aux autorités de surveillance de marché de leur dire vous devez suivre ces cas et vous devez investiguer, vous devez approfondir, parce que les justifications données en 2016, après le Dieselgate, certaines ne sont plus valables. Donc il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. Et alors, mais surtout, c'est l'ampleur de la dérive, quoi. 77% des voitures Euro 6 ont des émissions trop importantes, et ça grimpe même à 85% pour les voitures diesel Euro 5, donc c'est la norme anti-pollution d'avant. Et parmi tous les résultats des mesures, on se rend compte qu'il y a même certains, alors il y en a qui dépassent, mais il y en a qui ont des émissions qui sont préoccupantes. Oui, alors ça couvre les véhicules en gros entre 2009 et 2018, avant la fameuse norme qui a donc permis de aussi mesurer sur route, c'est la fameuse norme RDE, Real Driving Emission, et donc ça couvre des millions de véhicules en Europe. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire 2009, ce sont des vieux véhicules, mais il y en a encore à peu près 80% qui sont sur la route. Donc ça reste effectivement un gros problème sanitaire, avec des émissions de NOx. Donc d'oxyde d'azote qui sont en moyenne 5 fois au-dessus de la norme. 5 fois au-dessus de la norme. Et mais autant que. D'accord. En gros, en moyenne. Et ceux qui ont des émissions extrêmes, ils sont combien de fois au-dessus de la norme? Dans les 15 fois à peu près. 15 fois. Donc en fait, il y a 16 millions de véhicules qui sont 15 fois au-dessus de la norme, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, et 24 millions de modèles qui sont 5 fois au-dessus de la norme. C'est juste énorme. Qu'est-ce qu'on craint justement avec ces surémissions d'oxyde d'azote? C'est quoi le risque pour la santé? Il y a un risque en fait lié aux émissions d'oxyde d'azote qui est je dirais ça se convertit en NO2, en dioxyde d'azote, qui est directement impactant pour la santé. Mais il y a aussi un effet secondaire, c'est la formation de particules fines, les fameux PM2.5, on en entend parfois parler avec nitrate d'ammonium, c'est la pollution qu'on va avoir bientôt d'ailleurs à Paris là. Ce sont des particules fines, carbone, et qui viennent se loger dans les poumons. Quand elles sont suffisamment fines, elles viennent se loger dans le système sanguin, voire dans les organes.
Et donc, ce sont des particules qui sont très... oui. Excusez-moi, M. Bernard, on commence à avoir un vrai vous problème entend moins de bien, qualité là. de son. Ouais. Vous avez bougé, vous avez... D'accord. Non mais ça grignote un peu. Alors, Johan, la question, c'est parce que là, le constat, il est accablant, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est ça, finalement, en fait, la question qu'on doit se poser à la fin. Y compris pour les voitures qui roulent encore. Oui, pour les voitures qui sont en circulation, est-ce qu'il y a des correctifs qui peuvent être apportés ? Alors pour l'instant, les correctifs qu'on a vus ont été essentiellement des correctifs, on appelle ça software, donc des mises à jour du calculateur. Ça n'a pas donné des résultats exceptionnels par rapport à ce que nous on a pu voir. Il y a des réductions de l'ordre de 20%, 30%. Donc c'est déjà ça à prendre, mais c'est pas tous les constructeurs qui l'ont fait. On a peu de retours sur la quantité ou la part de voitures qui a effectivement été mise à jour. Et quand on est 5 fois au-dessus de la norme et qu'on vient réduire de 20%, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour rentrer au niveau d'émissions qu'on attend ou qu'on attendait pour ces véhicules-là. Ouais, et puis donc pour donner un exemple. Oui. Pour donner un exemple, aux États-Unis, certains véhicules ont simplement été retirés du marché ou ont dû leur post-traitement a dû être remplacé par un post-traitement plus efficace. Donc là, c'est des modifications beaucoup plus importantes qui seraient nécessaires. Est-ce que dans les diesels qui ont été testés, ce sont uniquement des voitures utilitaires comme pour moi et vous, ou ce sont aussi des flottes professionnelles, des véhicules professionnels ? Ce sont des véhicules dits particuliers, donc qui peuvent servir aussi donc pour des commerciaux. Donc ce sont tout type de véhicules légers, je dirais. D'accord, légers, très bien. D'accord. Ouais, parce que j'ai lu le communiqué que vous avez édité cette semaine. Moi, ça me fait froid dans le dos. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut vraiment dépolluer un diesel ? Parce qu'à chaque fois qu'on nous annonce que oui, ça y est, ils sont propres, il y a toujours une étude qui déboule derrière qui dit ouais, mais ils sont propres dans certains cas de figure et puis le reste du temps, c'est la fête du slip. Est-ce que le diesel synthétique, ce serait pas la solution ? Non, mais bon, est-ce qu'on peut déjà dépolluer un moteur diesel ? Classique. Oui, que le carburant soit synthétique ou pas, il y aura de toute façon des émissions de polluants. Est-ce qu'on peut le dépolluer ? Oui, c'est possible. Il y a des démonstrations avec il y a déjà des véhicules qui sont sur le marché aujourd'hui qui sont beaucoup moins émetteurs que les précédents. On parle de 10 fois moins polluants en termes de dioxyde d'azote que les oxydes d'azote que les précédents. La difficulté avec les moteurs diesel, c'est que cette dépollution, elle a toujours un coût, soit en termes pour le constructeur, pour le développement, aussi en quantité d'AdBlue qui est injecté, qui donc peut pénaliser ensuite le conducteur parce qu'il va devoir re-remplir cet AdBlue à son compte aux alentours d'on va dire 2 litres tous les 1000 km. Donc il y a je dirais un compromis qui est difficile à trouver. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce compromis qui est pas simple pour le constructeur. Et donc cette tentation de toujours faire au mieux, mais dans la limite de ce que la réglementation semble donner. Et c'est là le point, c'est que les constructeurs avaient anticipé une explication de la loi. Et en fait, ce que la Cour de justice dit aujourd'hui, c'est attention, l'interprétation de certains constructeurs en 2015-2016 n'était pas la bonne, puisque maintenant, certaines de ces stratégies sont illégales en fait. D'accord. Bon, écoutez, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, puisqu'à chaque fois qu'on a l'impression que le problème est réglé, il y a toujours quelque chose qui arrive après. Merci, Johan Bernard. Ingénieur et chercheur à l'ICCT. L'ICCT, donc c'est l'ONG qui avait révélé le Conseil international du transport propre, qui avait révélé le Dieselgate. Merci à vous et bon séjour du côté de la Belgique ou de l'Allemagne actuellement où vous êtes, de Berlin. Allez, à suivre vous et votre question. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Et d'ailleurs, me semble-t-il que pour la question de Christophe, nous avons fait appel à un autre professionnel, un autre spécialiste journaliste. Il s'appelle Jean-Christophe. Lui aussi, voilà. C'est une histoire de C. C'est dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Et on parle auto évidemment avec vous. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio, mais surtout et évidemment en direct 0826 300 300 ou par mail. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail et suite à votre question, toutes vos coordonnées. C'est ainsi d'ailleurs que l'on accueille Christophe. On va dire Chris. Il veut qu'on l'appelle. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour. C'est les pneus qui Chris. Bonjour à votre invité. Alors Chris, excusez-moi, votre téléphone est très cotonneux dans le son.
D'accord. Voilà. Alors attendez, voulez-vous que je déconnecte mes oreillettes? Ça sera beaucoup mieux. Exactement ce que j'allais vous proposer. Merci beaucoup. Alors, pour tout dire, Chris nous a posé cette question dimanche dernier. Voilà, ça parle de véhicules utilitaires. Je vous ai dit, je suis archi nul en véhicules utilitaires, donc je ne vais pas répondre n'importe quoi. On va juste prendre un peu le temps de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous répondre. Juste avant, parce qu'on va le rappeler, effectivement, c'était une question que Chris nous avait posée, souvenez-vous, sur la page Facebook de Sud Radio. Puisque, exactement, dimanche. On récupère aussi vos... C'était pas dimanche, c'était samedi dernier. L'émission, c'est samedi. C'est le samedi. Ça va aller, sinon, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. On va accueillir tout de suite votre invité, le temps qu'on rappelle Chris. Ouais, c'est Jean-Christophe Lefebvre, donc, qui est journaliste pour Flotte Auto, mais qui est aussi journaliste pour Sud Radio. Vous pouvez l'entendre également le week-end. Alors là, le samedi et le dimanche, en plus. Parce que lui, c'est le matin. Voilà, c'est ça. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour à vous deux. Voilà. Bonjour, alors Jean-Christophe, l'avantage par rapport à moi, c'est qu'il s'y connaît un petit peu mieux en utilitaire. Moi, franchement, j'y connais rien du tout. Et si on a réussi à ravoir Chris, on va lui demander. Alors, je crois qu'il est là. Vous êtes avec nous, Chris? Oui, j'ai eu un petit souci d'oreillette, je vous prie de m'excuser. Non, mais là, ça marche mieux. Vous avez une belle voix. Alors, rappelez-nous votre question à l'antenne de Sud Radio pour tous ceux qui nous écoutent. D'accord. En fait, je souhaite acheter un fourgon aménagé ou acheter un fourgon à aménager, et je cherche le fourgon le plus fiable pour ce projet. Donc, si c'est un fourgon déjà aménagé, le choix est restreint. C'est soit un Citroën 2 litres 2, soit un Renault Master 2 litres 3 DCI, soit un Ducato 2 litres 3 ou 2 litres 2, le tout nouveau, soit un fourgon un peu plus ancien à aménager, et je cherche vraiment la meilleure fiabilité, en fait. D'accord. Bon, question pour Jean-Christophe. Et je vais aller faire une sieste, je vous laisse. Alors Jean-Christophe, la chronique qu'il fait tous les matins sur Sud Radio dans les grands matins week-end, c'est l'occasion rêvée. Exactement. Voilà. Il fait aussi... Jean-Christophe, tu fais aussi un peu... On refait les essais aussi. Oui, bien sûr. Voilà. On fait les essais... toute la voiture, rien que la voiture, pour la voiture. Voilà, parce que Sud Radio, c'est la journée de la radio de l'auto. Alors, on vous écoute. Exact. Oui, alors, ce qu'il faudrait, c'est, parce que la question posée par notre ami Chris est quand même assez large. C'est-à-dire qu'entre un fourgon aménagé d'occasion et un fourgon neuf aménagé, il y a une différence de prix qui peut être notable. Alors, il faut déjà savoir si vous avez des aménagements à faire ou si vous détenez ces aménagements. Et ensuite, la fiabilité, bien sûr, elle va venir avec, mais les budgets sont pas du tout les mêmes. Et surtout, l'utilisation, c'est ça que j'aurais aimé savoir, c'est pour quelle utilisation? Est-ce que vous faites 40 000 km on va poser la question à Christophe directement. À Chris, pardon. Je pense faire entre 10 et 15 000 km par an maximum 20 000, je dirais. Et oui, effectivement, le budget n'est pas le même. Mais je cherche la fiabilité. Je suis prêt à mettre un peu plus si le véhicule pourra faire 250 ou 300 000 km sans souci. Et vous allez faire des grands trajets. C'est pas pour faire de la ville dans les embouteillages, on est d'accord? Non, pas d'embouteillage. Et le plus petit trajet, ce serait 50 ou 100 km d'affilée. Donc les conditions optimales, je pense. Ouais, pour un diesel. D'accord. Bon. Alors, point de vue fiabilité, c'est toujours mieux d'avoir du neuf. En plus, il est toujours sous garantie. Après, si c'est un fourgon aménagé d'occasion vendu par un professionnel dans le réseau Renault, Fiat ou Citroën, vous avez aussi une assurance. Mais bon, sur les trois types de véhicules que vous avez évoqués, ils sont plus ou moins disponibles en plusieurs dimensions et en plusieurs puissances. Donc ça aussi, il faudrait que vous arriviez à affiner votre choix. Parce que la puissance, ça peut avoir un impact sur la fiabilité avec le même moteur, Jean-Christophe. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce que plus il est puissant, moins vous avez besoin de tirer dessus, si on peut s'exprimer comme ça, pas vulgairement, mais de façon familière. Si vous avez un petit moteur et que vous traînez un poids important, vous tirez dessus et il sera plus sollicité, donc il va s'user plus rapidement. D'accord. Mais donc, on peut pas avoir un peu un ordre d'idée Chris, quand même. Vous voulez faire quoi? Ce serait un minimum 140 chevaux, je pense. Et donc je vous dis, c'est soit le 2 litres 2 Citroën ou PSA 140 chevaux, le 2 litres 3 DCI Renault, par contre je ne connais pas la puissance, et savoir si le nouveau 2 litres 2 Fiat est issu du 2 litres 3 précédent, ou est-ce que c'est le même moteur que Citroën et Peugeot? En diesel. Non, alors en diesel toujours. Alors,
si les deux fourgons de la gamme Peugeot, Citroën, Fiat et même Opel Movano par exemple sont sur le même châssis et les mêmes carrosseries, les motorisations ne sont pas les mêmes. Donc Fiat a ses propres moteurs qui a priori sont des moteurs plus conçus pour une utilisation professionnelle. Ils sont issus de leur vieille tradition utilitaire et ils sont d'ailleurs plus puissants pour certains. La gamme, ça va de 120, 130, 145, 150, 160, 180 chevaux même chez Fiat, ce que vous n'avez pas chez Citroën. Ensuite, chez Renault, puisqu'il faut parler de Renault aussi, vous avez une puissance aussi de 180 chevaux et surtout sur les fourgons, vous avez la capacité d'avoir des propulsions qui sont plutôt destinées à la charge, on va dire, comme il y a chez Mercedes par exemple. Donc ça aussi c'est un choix à prendre en compte. Sur la fiabilité des moteurs, donc il y a deux moteurs différents. Le Fiat est plus récent, a priori plus conçu pour l'utilitaire que le moteur ex-PSA Stellantis qui a chez Citroën et qui a chez Peugeot, qui sont des 2,2 litres dérivés de version véhicule particulier. Quant à Renault, c'est la même chose, ce sont des moteurs conçus à l'origine pour être des moteurs d'utilitaire. Vous ne les retrouvez pas dans la gamme des véhicules particuliers. D'accord, donc plus Renault ou Fiat en fait, en gros, pour résumer. Voilà. Pour vous, Christophe. Surtout D'accord, oui. Et je crois que le Fiat, alors je suis pas un spécialiste, mais il me semble que la plupart des camping-cars sont équipés, la base c'est des Ducato, hein. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Pour transporter des charges lourdes, il vaut mieux une base Fiat. Votre coup de cœur, vous, Jean-Christophe, personnellement, ça irait quand même plus vers Fiat aussi, alors coup de cœur, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de cœur, parce que l'achat d'un véhicule professionnel, c'est plutôt un achat très rationnel. Oui, non, mais coup de cœur par rapport aux questions de crise, c'est ça, c'est-à-dire que votre choix premier. Oui. Moi, à la limite, je prendrais une occasion récente Fiat Ducato avec le moteur en 140 ou en 160 chevaux. En plus, il existe en boîte automatique sur ce fourgon aménagé. Parce que vous aurez une ristourne qui peut aller jusqu'à 20%. D'accord. Voilà. Maintenant, ça, c'est sur la fiabilité. Renault est très fiable aussi. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien parce que Chris nous a appelé en disant j'ai besoin d'un coup de main. Voilà. Bon, voilà. On a donné ça en un coup de doigt. Bon, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Merci à tous les deux. Merci Chris pour la question. Merci Jean-Christophe pour la réponse. Voilà. Et puis moi, je vais finir ma sieste. Voilà. Jean-Christophe Lefebvre, donc journaliste pour Flotte Auto, mais aussi pour nous, pour Sud Radio, puisque vous le retrouvez dans les grands matins week-end avec évidemment sa super chronique. Une chronique qui est l'occasion rêvée, entre autres, mais pas que. Allez, à suivre le rappel de l'actualité, puisqu'il sera midi. Et puis on vous retrouve pour la suite de On parle auto dans quelques minutes. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ravis de vous avoir en notre compagnie, ravis bien sûr, pour On parle auto jusqu'à 13h. Vous êtes toujours aussi nombreux, ça nous fait chaud au cœur de nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio, où vous échangez entre vous. Un numéro de téléphone pour nous joindre, 0826 300 300, car cette deuxième heure est vraiment, vous allez pouvoir le constater, dédiée à vos questions, à vos réflexions ou à vos réactions. Nous allons entre autres parler de Motor Passion à Avignon. Joli rendez-vous, l'ami Jean-Luc. Et oui, il y a une édition 2023 qui va fêter quelques anniversaires. C'est ce week-end, hein, donc si vous voulez, vous vous rendez à Avignon. Vous allez faire un tour sur le pont et ensuite vous allez faire un tour au salon. Voilà. Vous avez vu, ça rime en plus. Oui, c'est bien, on aime bien. Hein. On a évidemment un dossier actu qui va parler du tarif des garagistes qui risque d'augmenter. Ouais, qui risque d'augmenter jusqu'à 20%. Et c'est vrai que en ce moment, tout augmente, ma brave dame, et là, ça risque de faire mal au portefeuille avec l'augmentation du prix des carburants si les tarifs des garages augmentent. Alors, il y en a beaucoup qui ne vont pas augmenter. Certains vont augmenter un petit peu, mais il y en a qui vont aller jusqu'à 20%. Bon, ben voilà, on décryptera également cette actualité. Ce sera juste après 12h30. Vous êtes attendus, bien sûr, mais tout de suite, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour du côté de l'aventure Michelin avec On parle auto sur Sud Radio. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus,
Parlons bien. On connaissait l'aventure Peugeot, l'aventure Citroën. Maintenant, on va parler de l'aventure Michelin avec Stéphane Nicolas, qui est directeur de cette aventure Michelin. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, Alors, l'aventure Michelin, c'est alors on quoi va dire c'est un musée. Oui. Ça a ouvert en 2009, mais Michelin, une histoire qui est tellement vaste. C'est né en quelle année, tiens, Michelin d'ailleurs? Alors Michelin, c'est né en 1889, à la fin du 19e siècle. On était très jeunes avec Laurence à l'époque. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Moi aussi. Michelin et pas que pour les pneus. J'aime Michelin aussi pour les bonnes tables, les étoiles. et Oui, tout ça, on va en Ouais. parler. Bon, Michelin célèbre avec le bibendum. Tiens, d'ailleurs, Mm. le bibendum, il est arrivé comment? Alors le bibendum, il est arrivé pratiquement au début de l'histoire de l'entreprise, en 1898. Les frères Michelin, qui ont toujours été très innovants, cherchaient une façon différente de communiquer par rapport à leurs concurrents. Et ils ont eu l'idée géniale d'animer une pile de pneus. Donc quand vous regardez le bibendum, il faut imaginer une pile de pneus à laquelle on a donné vie. Ouais, alors, ça va parler à Laurence parce que Oui, alors, Nunc es bibendum, ça veut dire c'est le moment de boire. Ah, mais vous savez qu'il n'y a pas que pour ça que ça me parle. Vous voulez que je vous raconte? Ça y est, il est content. Bah, vous avez raison, vous êtes mort de rire. Vous savez pourquoi? Parce que le pneu Michelin boit l'obstacle. Mais oui, mais vous savez que c'est pas que pour ça que ça me touche. Ouais. C'est que plus jeune, j'étais encore plus ronde que maintenant, très ronde, et que des gens qui étaient pas très gentils me surnommaient ainsi. Oh, bibendum. Ah bah d'accord. Voilà. Donc ça, voilà. ça, c'est pas Mais ce terrible. qui est plutôt flatteur, parce que finalement, Bibendum, qui est effectivement un personnage assez enrobé, surtout au début de son histoire, parce que le diamètre des pneus est assez important, c'est aussi quelque chose qui suggère le confort. C'est réassurant. Il est sympa, Stéphane. C'est gentil. Mais enfin bon, allez. Alors en même temps qu'on est en train de découvrir l'aventure Michelin, on a Maxime, notre réalisateur, qui met une petite vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. On peut la mettre en plein pot si tu veux bien, plein écran, mon ami Maxime. Comme ça, ceux qui regardent l'émission également avec Sud Radio vous et allez Facebook, visiter vous avec allez nous, visiter. vous allez visiter l'aventure Michelin, le musée. En plus, c'est super bien fait. C'est fait avec un drone qui passe dans toutes les pièces. Il y a des moments où il se glisse dans des trous de souris. J'imagine que le pilote devait être quand Il est même où assez d'ailleurs? doué. On est à Clermont? Oui, c'est à Clermont l'aventure. Oui, bien sûr, on est à Clermont-Ferrand, qui est le berceau historique, là où tout a commencé. Ouais. Premier pneu Michelin, parce que c'est surtout connu pour les pneus. C'était quand? 1891. En 1891, Michelin sait déjà faire du caoutchouc manufacturé, mais c'est un petit peu par hasard que les frères Michelin découvrent l'existence du pneu. Ils ont tout de suite l'intuition que c'est un produit d'avenir, à condition de le rendre facile à réparer. Et Michelin dépose un brevet en 1891 pour un pneu démontable, qui est fixé de façon mécanique sur la roue, et en quelques minutes, on arrive à réparer une crevaison avec un pneu Michelin, là où il fallait plusieurs heures avec les pneus concurrents qui étaient collés sur les roues. Donc ça, l'idée est géniale. Michelin a inventé le pneu moderne, et c'est finalement ce qui mettra cette innovation à la portée du plus grand nombre. Ouais, puis ils l'ont testé en compétition dès le départ. Ah oui, parce que la compétition, c'est une façon de pouvoir tester ces solutions techniques par rapport à celles des concurrents. Et l'idée de Michelin, en mois de juin 1891, on dépose le brevet. Dès le mois de septembre, il y a une course Paris-Brest-Paris, 1200 km aller-retour, c'est une performance fantastique. Et Michelin se dit, il faut absolument qu'on participe à cette course. Michelin va participer à cette course et va la gagner. Première participation en compétition, première victoire. Et le coureur qui court en Michelin, non seulement gagne la course, mais arrive avec 8 heures d'avance sur le second, qui était pourtant favori. Ah ouais, 8 heures. Alors c'était à vélo, hein, on va le préciser quand Alors, même. à l'époque, c'est une course cycliste. Bien sûr, il s'agit de montrer que n'importe qui peut réparer une crevaison n'importe où sur le bord de la route avec son vélo. Et après la course Paris-Brest-Paris, qui a déjà été un super succès, l'année d'après, en 92, Michelin organise sa propre course entre Paris et Clermont-Ferrand. Et comme le but, c'était de montrer que les pneus Michelin se réparaient facilement, sans rien dire à personne, les frères Michelin vont semer des clous Oh, sur c'est la route. moche ça. Oh là là. Aux environs de Nevers, aux environs de Diana. Et donc, tous les coureurs, à un moment ou à un autre, vont être victimes de crevaisons. Mais après tout, ça n'a inquiété personne, puisque comme le pneu Michelin se répare facilement, on a réparé, les gens sont repartis. Ça, c'est des Et marketing. ça a été, Ouais. Ah, Bon, alors, attends. c'était la preuve par les faits que le pneu se répare facilement. Et cette course est restée dans l'histoire sous le nom de la course au clou. Ouais. Alors il n'y a pas que les pneus Michelin, parce qu'il y a eu des grandes innovations. Il y a le pneu radial. Enfin voilà, on va pas toutes les passer en revue parce qu'il faudrait plus qu'une émission entière. Mais dans ce qui est accolé à Michelin en général, il y a aussi le fameux guide à Michelin. Voilà. Hein, et ces étoiles dont on a appris il n'y a pas longtemps, les nouveaux étoilés. Et bravo à monsieur du Noirmoutier. Ouais, 3 étoiles le sur premier en 1900, c'est ça. Et c'était pour aider. Les taxis, non? Ou non, c'était c'était pas pour ça aider ceux qui voyageaient, c'est ça? C'est une belle Exactement. histoire.
puisque les frères Michelin, leur rôle d'industriel, c'était de fabriquer des pneus, des bons pneus, des pneus innovants. Mais à un moment, ils se sont dit, pourquoi les gens nous achètent des pneus? Un pneu, c'est quelque chose qui sert à équiper un véhicule, qui lui-même sert à voyager. Et donc, on se dit que dans le fond, notre mission, c'est d'accompagner les clients dans l'utilisation qu'ils font de leurs pneus, c'est-à-dire le voyage. Sauf qu'en 1900, il n'y a rien qui est prévu pour accompagner les gens qui veulent faire du tourisme et voyager, que ce soit en vélo ou que ce soit en voiture. Et donc André Michelin a cette idée géniale de dire on va réunir dans un petit ouvrage léger qui s'emmène facilement en voyage toutes les adresses dont on peut avoir besoin quand on part. Et comme on veut effectivement que le guide, que ce livre se distingue des autres, on lui met une couverture rouge et ça devient le guide Michelin. Il est né en 1900 et André Michelin va écrire dans la préface: cet ouvrage paraît avec le siècle et il durera autant que lui. Eh ben exactement. Et en plus, quand les Américains ont débarqué sur les plages de Normandie, ils avaient le guide Michelin en poche. C'était pas pour se faire des bons restos, hein. C'était parce qu'il y avait aussi les plans des villes qui devaient traverser. Donc, ce qui nous amène aux cartes Michelin, qui ont été aussi la référence pendant des années. J'imagine qu'on voit tout ça dans le musée, mais il y a aussi, il y a évidemment des véhicules. Et quand je dis véhicules, c'est avion. Alors, il n'y a pas de bateau, parce qu'il n'y a pas de pneus sur les bateaux, mais par contre, il y a un train juste à l'entrée, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dès l'entrée, j'allais dire, vous êtes mis au parfum, c'est-à-dire que souvent, on associe Michelin aux pneus, aux cartes, aux guides. Et en fait, la visite de l'aventure Michelin va vous faire découvrir plein d'autres aspects de cette épopée. Et dès le hall d'accueil, vous avez une Micheline, qui est un autorail qui a cette particularité d'être monté sur des pneus. Et Michelin, pendant toutes les années 30, a fabriqué ces autorails, d'où leur surnom de Micheline. Et au-dessus de cet autorail, vous avez un avion qui est suspendu, parce que non seulement les frères Michelin ont été les pionniers de l'aviation, et pendant la Première Guerre mondiale, Michelin avait transformé ses usines de Clermont-Ferrand pour produire des avions pour l'armée. Et ensuite, tout au long du parcours scénographique de l'aventure, vous verrez différents véhicules très étonnants. Le vélo, vous verrez la première automobile du monde à avoir roulé sur des pneus. Et puis vous verrez même des véhicules uniques, notamment des véhicules de test, comme le mille-pattes. Ouais. Le mille-pattes, c'est quoi le mille-pattes, vite fait? Alors le mille-pattes, c'est un véhicule qui a été conçu dans les années 70. Ça ressemble un peu à une grosse Citroën DS bodybuildée. Il y a 2 gros moteurs V8 à l'arrière du véhicule. Et c'est un véhicule qui servait à tester les pneus de poids lourds à très grande vitesse sur les anneaux d'essai des pistes de l'Adoux. Une c'est un question véhicule que vous ne verrez nulle part ailleurs, il est unique. Stéphane Nicolas, vous qui êtes le directeur de l'aventure Michelin, donc on rappelle l'adresse à Clermont-Ferrand, on le trouve facilement? Oui, on trouve très facilement. 32 rue du Clos-Four à Clermont-Ferrand, c'est juste à côté du stade de rugby de l'ASM. Très bien. Heure d'ouverture? Très facilement. Heure d'ouverture. Alors là, je vous invite à aller voir du coup le site internet de l'aventure parce que le calendrier bouge en fonction des vacances scolaires. Jours, oui. D'accord, très bien. Mais c'est un site qui est ouvert à l'année. Donc vous pouvez venir toute l'année. C'est ouvert évidemment les week-ends. C'est ouvert 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires. 10h, 19h l'été, donc vraiment c'est quelque chose qui est très facilement accessible et qui s'adresse vraiment à tous les publics, y compris familial. Vous pouvez rester 2 heures avec les enfants et vous verrez que vous ne vous ennuierez pas. Juste une chose, Stéphane Nicolas, il y a une expérience un peu atypique que l'on peut vivre en plus de tout ce que vous présentez au musée Michelin, parce qu'on est dans une époque où on veut vivre des expériences. La visite en elle-même est une expérience parce que la visite de l'aventure Michelin, c'est l'histoire d'un rendez-vous. Parce que vous êtes dans le berceau historique de la marque et vous verrez des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Tout au long du parcours, vous découvrez l'histoire, l'univers et aussi l'actualité de Michelin, puisque la dernière partie du parcours de visite est consacrée aux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Eh ben super, merci beaucoup. Et ben voilà, on arrive alors. On arrive avec le guide en poche parce que je crois qu'il y a quelques adresses sur le parcours. Sur le chemin, oui, tout à fait. Plaisir et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Stéphane Nicolas. Stéphane. Et comme le dit si bien notre ami Maxime qui réalise cette émission, le stade de rugby qui est juste à côté s'appelle Marcel Michelin. Ah. Voilà, donc tout est lié. Tout est lié. Allez, on a la gomme, on continue notre rendez-vous dans quelques instants. Nous allons nous promener à Avignon. C'est bien? Oui, on continue à descendre. Ouais, on va un peu vers le soleil, tout ça. C'est chouette. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente
Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et après notre jolie promenade du côté de l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand où l'on écoute Sud Radio sur le 88.1, je vous propose de nous retrouver à Avignon où l'on écoute Sud Radio sur le 95.2. On va parler de Motor Passion, direction Avignon. On accueille tout de suite Camille Bourges qui est l'organisateur. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille, alors bon, on vous dérange un petit peu parce que ça a démarré quand salon Motor Passion? Ça a démarré hier vendredi, donc nous avons eu beaucoup de monde, un superbe temps, il fait très très beau. Tous les passionnés d'automobile, de motocyclettes, de toutes sortes d'engins, des tracteurs, des camions, des bateaux, voilà, tout ce qui est à mécanique et à rendez-vous à Avignon. Alors ça se passe où exactement à Avignon pour commencer tout de suite? Eh ben, c'est au Parc Expo Avignon. C'est donc le grand parc des expositions d'Avignon qui est très très près de l'autoroute qui dessert notre région. Voilà. Bon, bah super. C'est devenu un des principaux salons français de véhicules anciens, Avignon. Alors, historiquement, ça a changé de nom, mais ça fait combien de temps que ça existe ? Disons que j'en suis le concepteur. J'ai eu cette idée en 2003. Donc nous en sommes à la 18e édition parce que entre temps il y avait eu la période du Covid. Mais donc pour moi, j'irais presque dire, je fête le 20e anniversaire, disons. Et effectivement, de Avignon Motor Festival, c'est devenu Avignon Motor Passion. Voilà. Très bien. Bon, sur le site, ça donne déjà très envie d'y être. Alors, Motor Passion, alors Passion, et effectivement, cette année, vous fêtez quelques anniversaires. Je parlais tout à l'heure des 60 bougies de la fameuse Porsche 911 que tout le monde connaît. Oui. Alors, qu'est-ce que vous exposez d'ailleurs sur le salon ? Disons qu'il y a plusieurs thèmes d'exposition. Nous avons dans les thèmes principaux, nous allons faire un clin d'œil à une course qui est peu connue du très très grand public, mais pour les passionnés, c'est une course centenaire. C'est ce qui est appelé le Bol d'Or. C'était des courses dans la région parisienne, et notamment à Montlhéry. Et ces courses sont toujours perpétuées aujourd'hui, mais pour les voitures historiques, évidemment. Et donc, le concepteur de ce Bol d'Or, c'était monsieur Eugène Mauve. C'était dans les années très anciennes, c'est-à-dire 1922. C'est avant-guerre, oui, c'est ce que j'allais dire. Disons que cette année, on pourrait considérer que ça fête également le 100e anniversaire au même titre que les 24 heures du Mans. Voilà. D'accord. Et les voitures qui couraient, parce que Laurence, tout à l'heure, quand je lui ai dit tout à l'heure, on parlera de cycle-car, elle m'a regardé avec des grands yeux en disant mais c'est quoi les cycle-cars? Les voitures qui couraient ce fameux Bol d'Or, c'était pas des voitures traditionnelles, c'était des petites autos. C'était des voitures tout à fait spécifiques, généralement construites à très très peu d'exemplaires, voire un seul exemplaire, et les marques étaient des marques quasi inconnues en dehors de Amilcar, Samson et Bensé. Ensuite, vous aviez la Chevalier, la Perle, la Robur, toutes sortes de petites voitures de ce style, la Georges Roy, enfin des marques, mais des voitures vraiment très très jolies, d'un équilibre parfait, qui étaient relativement puissantes, avec des petits moteurs Chapuis d'Ornier, des moteurs Sim et autres. Ce sont ces voitures-là que nous allons présenter. Et évidemment, on joue cette carte à contre-pied parce que le visiteur, il est ravi en rentrant pour faire la visite de trouver, disons, un ensemble de véhicules qu'il ne connaît pratiquement pas. Pour le visiteur, c'est une véritable découverte. Oui, parce qu'il ne les verra pas ailleurs. C'est vrai que cette année, on fête les 100 ans des 24 heures du Mans. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, et bravo, parce que même si on n'aime pas spécialement la voiture, qu'on n'est pas spécialement passionné, c'est un des rendez-vous qu'il faut aller voir par curiosité et par patrimoine. Mais les cycles-cars, c'est vraiment, exceptionnel. rigolo. Il n'y a pas que ça. Tout est beau. J'ai un ami qui vient d'en acheter un. Bon, à chaque fois qu'il roule avec, c'est fou. Ce sont de très très jolies voitures. Alors évidemment, nous avons donc plusieurs thèmes d'exposition. Ensuite, nous fêtons le 70e anniversaire de la Corvette, de la Chevrolet Corvette, la voiture américaine. Mais la particularité, c'est que cette voiture, elle est encore tout à fait jeune, puisque la C8 que nous allons présenter, dernière génération, date de ces 2 dernières années. Et ce sont de très très beaux véhicules, très performants et de fortes cylindrées, et
c'est qu'il y a évidemment un grand nombre d'amoureux de ces voitures sportives, voilà, au même titre qu'en Europe, les Ferrari ou autres. Voilà. Oui, puis vous réparez les oublis parce que Rétromobile, il n'y a pas eu l'anniversaire, on n'a pas fêté l'anniversaire de la Corvette, alors qu'il venait d'avoir lieu justement en janvier. Nous, on en a parlé dans l'émission, mais ils avaient un petit peu zappé les 70 ans de la Corvette. Vous nous parlez des 100 ans du Bol d'Or, alors que tout le monde nous parle des 100 ans des 24 heures du Mans. Heureusement que vous êtes là, je serais tenté de dire, Camille. Disons que la particularité de notre salon, effectivement, nous sommes le numéro 3 en France, parce que Rétromobile restera toujours Rétromobile au niveau européen et mondial. Ensuite, il y a Lyon, qui est un énorme marché de la pièce détachée, de l'artisanat et des professionnels. Et nous sommes beaucoup plus axés sur type et collection, histoire des locomotions et autres. Et donc, voilà, tous les ans, nous présentons des thèmes qui sont assez recherchés. Disons que voilà, c'est surtout sur la culture de ces périodes anciennes que nous intéressons. Voilà. Et Camille, comment vous réussissez à avoir tous ces véhicules aussi côté moto, puisqu'il y a aussi des expositions moto qui sont des collectionneurs, sont des clubs. Voilà, voilà, nous avons un bon carnet d'adresses parce que nous sommes nous-mêmes tous collectionneurs dans l'équipe là. Et donc, en fait, c'est en quelque sorte le rendez-vous des passionnés, au même titre que d'autres passionnés vont au stade pour voir du foot ou autre. Et donc, ces gens-là nous confient leurs véhicules l'espace d'un week-end, et ça nous permet de monter de très belles expositions éphémères. Voilà, c'est quelque chose d'unique en France, quoi. Et on en parle. D'ailleurs, il y a un espion qu'on connaît qui s'appelle Dominique S, qui m'a dit que vous aviez une collection de voitures absolument extraordinaire. Oui. On en parle. Oui. Vous avez quoi, vous? Allez. Faut pas en parler, quoi. Voilà, ça fait partie lorsque vous avez une passion, forcément, vous vous accrochez à ce qui passe, évidemment. Voilà, j'en connais un autre, moi. Voilà, et oui. Nous avons également nous allons présenter un magnifique plateau de Talbot. Donc les Talbot sont une marque française. Et il y a eu deux grandes périodes. Il y a eu d'abord les premières Talbot, les Talbot Darracq et Talbot classiques, jusqu'à 1932. Et ensuite, il y a eu les fameuses Talbot Lago avec de très très belles mécaniques. Avec des carrosseries magnifiques aussi, les Figoni et Flashini. Voilà, tout à fait. Nous allons présenter quelques très beaux cabriolets. Et de plus, nous avons, puisqu'on fait un lien avec les 24 heures du Mans, nous avons une Talbot de course qui est une biplace qui a couru en 1949 et en 1950 et qui a terminé deuxième avec Mérès derrière la voiture de Louis Rosier. Donc voilà, on fait aussi un clin d'œil aux 24 heures du Mans avec cette très très belle Talbot de course. Voilà, il viendra pour tous les goûts, quoi. Camille Bourges, organisateur du Moteur Passion à Avignon. Il y a aussi des bourses d'échange, il y a aussi des ventes de collection de véhicules de collection et de prestige, il y a tout ça, Tout à fait. Alors, en dehors des expositions, il y a une immense bourse d'échange. Nous avons plus de 350 exposants. Nous avons... Je peux échanger, Laurence, avec autre chose? Avec une Bugatti, par exemple? Merci, j'ai la cote. Vous avez également des podiums moto. Nous avons plus de 100 associations et clubs qui sont présents, ce qui est quand même important. Oui. Nous avons un hall qui est dédié à la compétition, un hall dédié à tout ce qui est les petits engins miniatures. Nous avons même des présentations de radiocommandés à échelle 1/6, des très, très gros engins et des pelleteuses qui tournent en permanence avec toutes sortes de petits engins de travaux publics. Le rendez-vous n'a pas manqué, en fait, pour conclure. Parce nous avons des utilitaires avec des camions, des véhicules militaires, des véhicules... Il y a tout, quoi. Voilà. Vous avez des chars, parce que j'ai un ami qui habite en Ukraine, il serait intéressé par une expo. Non, vous taquinez un peu. Non, mais c'est pour conclure, Camille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Combien ça coûte? Écoutez, c'est 13 € l'entrée publique, et puis pour les clubs, c'est 11 €. Et c'est ouvert de 9h à 18h, encore ce samedi, et dimanche de 9h à 18h également. Super. Et c'est au parc des expositions d'Avignon. Puis vous faites la bise à Dominique S si vous le croisez. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous, de la part et bravo de tous les pour cette belle radio. Merci à vous. Camille Bourges, organisateur du Moteur Passion à Avignon. Je passerai voir Camille, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que moi, il m'a dit un petit peu ce qu'il avait comme voiture dans sa collection, et ça m'a mis l'eau à la bouche. Des voitures françaises qui commencent par un B et qui finissent par un I. Comme ceux avec quoi vous voulez m'échanger, quoi. Vous voulez gars. m'échanger contre ça. Ok. Vous étiez mon ami avant, Jean-Luc Moreau de Paris. Vous échangez contre une Bugatti, c'est flatteur. Non, je n'ai pas de valeur, monsieur, moi. Je n'ai pas de valeur. Allez, à suivre, toujours dans Parle Auto, avec vous, bien sûr. Vos questions au 0826 300 300. On vous attend.
Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Et on parle évidemment avec vous. 0826 300 300, vous nous rejoignez au téléphone. Il y a notre ami Bastien qui est au standard de cette émission. Il est puni aujourd'hui. Il réalise pas, il est au standard. On a Maxime à la réalisation. Non mais c'est une équipe de copains, donc voilà. Et puis nous avons aussi la possibilité de vous répondre par mail. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien vos contacts complets et on parle auto dans l'objet du mail. N'oubliez pas votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. Comme l'a fait d'ailleurs Christophe Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel Christophe. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Ça vous dérange pas qu'on vous appelle Christophe Jean-Michel, parce qu'on avait que des Christophe jusqu'avant. Jean-Michel Christophe, ça fait long. Non, c'est parce qu'on a que des Christophe depuis le début de l'émission. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Comment ça va Jean-Michel? Ça va bien. Dans le Vaucluse, il y a un super soleil, il fait même chaud là. Et donc le week-end est plutôt bien commencé. On vous écoute pour la question. Donc, comme j'en avais interprété dans mon mail, donc je suis en phase de peut-être de changer de véhicule parce que j'ai un Mégane 1500 DCI Bose depuis 2012, donc en diesel, et j'aimerais avoir des renseignements ou savoir un avis pour prendre un véhicule essence d'occasion certainement ou hybride. D'accord. Donc avoir un avis. Quel usage vous en avez de cette voiture ? Alors, donc, je fais à peu près entre 12 et 15 000 km par an, et principalement du basique. Il n'y a pas de gros profil de montagne dans mon secteur. Voilà, donc. Vous faites pas d'embouteillage, vous n'êtes pas en région parisienne. Bah non, puisque vous êtes dans le sud. Alors, donc, dans le sud, je suis côté d'Orange, pas loin d'Avignon. Et donc en plus par contre donc j'aimerais donc véhicule hybride et bon en boîte auto parce que je sors de donc ma 1500 DCI et Mégane c'est une boîte d'essai. D'accord. Donc vous voulez une boîte automatique. Alors vous voulez quoi comme taille de véhicule? Genre Mégane SUV genre C3 ou Capture. Ouais. Comment 3008, 2008. Oui. Avec quoi comme budget? Dans les 20-25 000 euros. D'accord. Bon, alors, le premier truc qui me vient à l'idée, en plus, il sera vraiment très récent, c'est un Dacia Duster. Ah ouais. Parce que vous pouvez l'avoir, en plus, avec le budget que vous avez, vous pouvez l'avoir en TCE 150 chevaux avec la boîte automatique. C'est un régal de douceur, de confort, avec des très bonnes performances avec ce moteur-là. Il est extrêmement bien équipé. Alors, il est cher, mais il est dans votre budget. En occasion, il n'y a pas de problème, ça passe sans souci. C'est une voiture sympathique que je trouve jolie. Bon, après, vous pouvez, si vous voulez un véhicule un peu plus compact, il y a le Renault Capture E-Tech en version hybride qui est très bien aussi, alors qui consommera un petit peu moins quand vous serez sur route que le Duster. En termes d'agrément, c'est bien, douceur de conduite aussi, consommation, ça sera mieux que le Duster. Par contre, le coffre est plus petit. Donc, il sera un tout petit peu moins confortable. Alors, faites attention aux roues que vous allez choisir sur le Capture, parce qu'il est disponible en 16, 17 et 18 pouces. Donc, vaut mieux privilégier une finition plus basse avec des roues de 16. Ça sera un petit peu plus confortable. C'est des jantes talus aussi. Oui, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de jantes tôle sur les voitures, à part les modèles. Je suis même pas sûr que le Duster en prix d'accès soit encore avec des jantes en tôle. C'est possible. Bon, après, sinon... Les jantes sont en prison ? Les jantes en tôle. Oui, les jantes en tôle. Ouais. Pardon. Voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer Laurence tranquillement. Parce que je crois qu'elle a bugué. Alors, sinon, Toyota. Alors là, pour le coup, on joue la carte de la fiabilité sur des modèles hybrides. Vous avez alors plusieurs possibilités. La Yaris Cross, vous l'avez vu Oui, j'ai vu. Bon, ça va que ça paraît petit. Je sais pas. C'est Clio, c'est genre Clio, quoi, un peu, non? Ah, c'est un petit peu plus gros. Voilà, ça fait de mémoire 4,18 m de long, je crois, un Yaris Cross. Donc c'est un peu plus petit qu'un Capture, c'est un peu plus petit qu'un Duster. Mais par contre, c'est plus sobre. C'est en termes de fiabilité, là pour le coup, vous pouvez presque y aller les yeux fermés. Alors, c'est disponible aussi en 4x4. Est-ce que vous avez besoin de ça dans le Vaucluse? Je suis pas sûr. Elle est jolie, par contre. Voilà, mais elle est jolie. Elle est jolie. Et c'est la voiture la plus fabriquée en France. Ouais. Voilà.
Là-haut, Oui, dans puis le en- nord. Voilà. Puis en plus à Valenciennes, je crois. Oui, c'est ça. C'est Dans ça. le nord. Donc sinon après vous avez encore une, alors c'est plus exotique, ça sera plus dur à trouver, mais un Honda HR-V. C'est bien ça. ouais, Qu'est-ce ouais, que ouais. c'est costaud. C'est doux, la consommation est plutôt basse sur la version hybride, il y a de l'espace à bord. Le truc c'est que c'est pâteau en termes de comportement, plus que les modèles qu'on a cités avant. Donc je sais pas comment vous roulez. Vous roulez un peu sportivement ou pas? Non, cool, très cool. Je fais une consommation, je vois avec ma Mégane, je suis à 5,9 litres, voilà. Ah oui. Donc, Oui, ça va, vous êtes raisonnable. Mais le Renault Captur E-Tech, pour moi, ça serait, à mon avis, le meilleur choix pour vous, parce que vous devez avoir un concessionnaire Renault que vous connaissez, vous restez dans la famille, et franchement, c'est un excellent véhicule dans sa catégorie, c'est sans doute le mieux. Parce que tout à l'heure, on parlait du 2008, mais malheureusement, pour le moment, il n'existe pas en version hybride classique. Donc, vous avez soit le choix du thermique, soit de l'électrique. Vous n'êtes peut-être pas prêt à passer à l'électrique, mais... Mais un Captur E-Tech, donc pas l'hybride rechargeable, hein, mais la version hybride, 145 chevaux, c'est très bien pour l'usage que vous m'avez décrit. Bon, ben voilà. En plus, vous prendrez du plaisir, parce qu'il y a des chevaux, même ça monte un peu, ça descend dans le Vaucluse. Donc Oui, il y a un peu de profil, un peu de montagne, mais enfin bon. Par contre, justement, tant que je vous ai là, sur ma Bose, moi, elle a presque 11 ans, voire 12 ans. Et j'ai jamais fait la vidange sur de la boîte automatique. Oui. Oh alors, là parce là. que Oui, non, mais c'est Renault, une EDC, alors donc c'est pas la même chose. C'est une boîte robotisée que vous avez en fait. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc il n'y a pas de nécessité absolue, comme sur les boîtes automatiques, les vraies boîtes automatiques à convertisseur, de faire une vidange à 60-80 000 km. Dans votre cas, ça peut attendre plus longtemps. Donc si Renault vous dit c'est pas la peine de faire la vidange tout de suite, là pour le coup ils ont raison. Bon. Oui, puis il y a personne en fin de compte à part, je sais pas à qui il faut s'adresser pour. Non mais puis comme je suis en phase de changer. mais vous c'est une boîte mécanique avec un robot qui passe les vitesses à votre place, donc ça se vidange comme une boîte mécanique normale. Ouais. C'est moins complexe en fait à entretenir finalement. Ben voilà. Eh bien on vous a tout dit. Voilà, mais Renault Captur c'est bien pour ce que vous avez. Entendu, mais merci beaucoup. De rien Jean-Michel, profitez bien. Merci Jean-Michel, au revoir. Merci, beau week-end à vous dans le Vaucluse. Et puis, puisqu'on commençait à parler de boîte auto, etc., évidemment, on va parler de pièces auto et de réparation et de tarifs de garagiste. C'est tout de suite parce que, attention, ça va encore douiller. Sud Radio, on parle auto. Et on parle auto avec vous, évidemment, avec ce dossier consacré à l'actualité. On accueille Alexis Frère-Jean, qui est fondateur de Vroomly. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Vroomly, en 2 mots, c'est quoi? Comparateur. Vroomly, effectivement, on commence à se connaître avec Sud Radio. Ça fait 7 ans qu'on a monté Vroomly, qui est en fait un comparateur de garage, une plateforme de prise de rendez-vous qui permet aujourd'hui à 2 millions de Français tous les mois de choisir parmi 20% de tous les garages en France. Donc l'idée, c'est que on choisit le garage qui a la meilleure réputation, qui est disponible à la bonne heure et surtout qui a le meilleur prix près de chez soi, facilement en claquette. Tout va bien, prenez votre temps, je vous sens accéléré là. Non mais tout va bien, Alexis. il sait que ce qui vient, ça va être touchy. Alors parce que vous avez, dans les études que vous faites, noté que les prix avaient grimpé entre 2021 et aujourd'hui de 9,4%, les prix, les tarifs des garages, et surtout ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vos adhérents annoncent que ça risque d'augmenter dans des proportions assez importantes. Oui, effectivement. En fait, on est tous au courant qu'il va y avoir énormément d'inflation. Il y en a déjà eu. On a vu qu'en janvier, l'inflation moyenne sur tous les secteurs, c'était 6%. On est monté jusqu'à 13% dans l'alimentaire. Donc on s'est intéressé. On a envoyé un sondage à nos garagistes partenaires en leur demandant, mais finalement pour vous, ça veut dire quoi l'inflation ? Et on a essayé de comprendre déjà s'ils étaient impactés et puis s'ils pensaient l'impacter auprès des automobilistes. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a des chiffres il y a que 25% des garagistes qui ont déjà augmenté leur prix. D'accord. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, on s'est rendu compte que 90% des garagistes constataient une hausse des prix sur les pièces détachées et sur les consommables, et que plus de 60% des garagistes comptaient augmenter leur prix dans les semaines à venir. Donc il y a vraiment, en fait, aujourd'hui, les garagistes sont frappés de plein fouet par la hausse de l'électricité, par la hausse des pièces, avec plein de critères, la crise du Covid, la guerre en Ukraine. Ils ont essayé de faire un peu tout ce qu'ils pouvaient pour amortir le choc. Mais là, en fait, ils arrivent à un moment où ils étaient déjà un peu abîmés par le Covid. Ils ont besoin, en fait, de répercuter ça sur les prix. Et d'ailleurs, l'immense majorité des garages pensent qu'ils vont augmenter entre 6 et 10% leur prix, c'est-à-dire plus ou moins l'inflation
qu'on a noté l'année dernière. Oui. Alors il y en a, vous mettez même que certains ils pensent augmenter les tarifs de 20%. Oui, alors en fait, c'est-à-dire qu'on voit tout. Hein. Il y a des garages il y a une minorité de garages qui ne pensent pas augmenter leur prix, c'est 7%. Et il y a des garages qui pensent augmenter de 20%, c'est plutôt une minorité aussi. Le gros plus de 60% des garages pensent augmenter entre 6 et 10%. Donc ça veut dire que la majorité de la profession des garagistes est très raisonnable et cherche à augmenter, mais 6 à 10% c'est déjà énorme hein, sur l'entretien auto qui est quand même un énorme centre de coût pour les Français. 6 à 10% d'augmentation, c'est déjà une forte hausse. D'accord. Est-ce qu'il y a des régions qui vont être plus concernées que d'autres par la flambée des prix ? Pas forcément. On sait en fait par nature que les centres-villes par nature sont beaucoup plus chers que les zones périurbaines ou à la campagne. Donc lorsque vous avez le choix, il vaut mieux aller en banlieue ou même à la campagne chez le garagiste, parce que généralement les prix sont moins chers. Après ça, la hausse des prix va être assez similaire en fait d'un endroit à l'autre. C'est juste qu'on parle d'une base plus haute ou non quoi. D'accord. On pourra continuer à comparer sur Vroomly à la fois les avis et les prix aussi. Ah, bien sûr. En fait, nous Vroomly, on le dit depuis la création, mais là effectivement, il y a vraiment un intérêt encore plus à comparer. Alors évidemment pour la qualité, pour la disponibilité, pour pouvoir choisir un bon garage près de chez soi. Mais là, en cette période d'ajustement des prix, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des garages qui ont déjà ajusté leur prix, d'autres qui ont fait le choix de ne pas les ajuster, d'autres qui vont les ajuster dans 3-4 semaines. Donc nous, on a 2 conseils. Le premier conseil, c'est évidemment comparer les prix. Mais le deuxième aussi, c'est anticiper. Ça veut dire que nous, on a un métier qui est hyper saisonnier, avec un énorme pic de fréquentation entre juin et fin juillet, c'est-à-dire juste avant de partir en vacances. Ce qu'on conseille, c'est d'entretenir son véhicule peut-être dès maintenant, ou en tout cas en avril, avant que les prix aient complètement fini d'augmenter. Parce qu'effectivement, dès cet été, les prix auront pris vraiment une forte hausse et dans l'intégralité des garages. D'accord. Combien de garages sont répertoriés sur le comparateur ? Aujourd'hui, nous, on a 5300 garages partenaires, c'est-à-dire un peu plus de 20% de tous les garages en France qui sont partenaires de Vroomly. D'accord. Comment je fais pour me servir de Vroomly avec une souris, un ordinateur. Non, mais d'accord. Mais je rentre mon véhicule. Ça va être compliqué. Alors vous avez un gros ordinateur. les critères de sélection, sont lesquels ? C'est hyper simple. En fait, Jean-Luc, vous rentrez la plaque d'immatriculation d'un de vos nombreux véhicules. D'accord. Il y en a 11. Exactement. 17 en tout. Ouais. Ah oui, les motos comprises. Et donc, les motos, les quads, Vroomly, on connaît parfaitement le modèle. Donc, on sait qu'avec la plaque, on sait que c'est par exemple tel véhicule de telle année avec telle motorisation. On a, nous, un catalogue d'allocation pièces véhicules derrière. Donc, on connaît toutes les pièces qui composent ce véhicule. Et donc, en fait, vous rentrez la plaque, vous dites j'ai besoin de faire ma révision. Ou j'ai besoin de faire ma vidange, ou j'ai besoin de faire telle ou telle opération. Et en fait, en vraiment 10 secondes, quand même pas, en quelques clics, on va vous donner, près de chez vous, l'ensemble des garages avec l'ensemble des avis des clients et un devis fiable à l'euro près sur les interventions sur ce véhicule. Donc c'est vraiment un devis qui est ajusté à l'intervention demandée, au véhicule que vous avez renseigné, avec la plaque si vous l'avez ou avec, sinon vous avez renseigné le véhicule marque, modèle, motorisation, et surtout qui est aussi adapté au garage. C'est-à-dire qu'on a aussi posé des questions au garage pour pouvoir savoir comment il aurait fait le devis. Et un garage ne fera pas un devis de la même manière qu'un autre. Et donc l'engagement, c'est que le prix qu'on vous propose, c'est le même à l'euro près que si vous aviez appelé le garagiste en direct pour lui demander un devis. Tiens, une question piège, parce que j'aime bien les questions pièges, Alexis. Si je veux un devis avec des pièces de réemploi, je peux le demander, ça, en ligne ? Ah bah oui. Alors, on peut le demander en ligne, pas encore. Voilà. Elle était donc piège. Non, elle n'est pas piège du tout. Elle est hyper intéressante parce que c'est la priorité qu'on est en train de développer. Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de la prise de rendez-vous, mais on a aussi de l'autre côté, à destination des garagistes, une plateforme qui leur permet d'acheter des pièces, qu'on a appelé Vroomly Parts. Et donc, on est en train aujourd'hui de travailler avec beaucoup de CAS et il y a des usines de déconstruction de véhicules pour référencer les pièces de réemploi. Ça, on le fait dès quelques semaines maintenant. Et pour pouvoir justement favoriser la pièce de réemploi auprès de nos 5300 garages partenaires. Donc je vais pas m'avancer trop, mais dès le 1er janvier 2024, vous aurez l'occasion de faire, on a un target de faire 20% de nos devis avec des pièces de réemploi sur Vroomly. Bon, bah top, c'est bien. Super. De toute façon, il faut. Les meilleurs garages, le top, c'est quoi ?
Un meilleur garage, c'est quelqu'un qui correspond à vos besoins. Oh là 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 là. Politiquement correct. J'aurais dû faire de la politique. Bah ouais. Non, mais en plus, c'est un métier qui est en pleine révolution aussi, puisqu'avec tout ce qui arrive, les motorisations différentes. Je préfère faire de la mécanique que de la politique. Mais... Et puis les formations, ils sont tous en train de se former à toutes les nouvelles technologies. C'est un métier d'ingénieur. Et moi qui avais une famille garagiste, là, mes cousins étaient tous garagistes, je peux vous dire que chapeau les gamins. On n'est plus la main dans le cambouis, on est les mains dans le jus maintenant, électrique. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous, Alexis. Fondateur de Vroomly. Allez, Vroom, on continue dans quelques instants. Comparateur de garage, entièrement gratuit, on l'a pas dit. Oui, important, surtout gratuit. À notre époque. Oui. Dans quelques instants, vous avez un doute sur votre prochaine voiture. Quelle voiture choisir? On retrouve l'ami Jean-Luc pour ses conseils avisés sur l'antenne de Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et juste avant de faire un point sur l'actualité du monde automobile, dans On parle auto, on va accueillir Ludovic. Salut Ludovic. Bonjour Ludovic. Oui. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Vous appelez d'où? Ah ben oui, on va bien nous. En Mayenne, d'Ernée. Ah très bien, le pays de la pomme. Et pas que de la rillette. On n'a pas de coteau, mais on a d'autres choses très bien. Ouais, la pomme, le cidre. N'est-ce pas, ouais. Entre autres. Allez, on vous écoute pour votre voiture. Alors, c'est pas pour moi, c'est pour mes parents on vient de leur vendre leur partenaire diesel qu'ils ont acheté à 13 000 km en 2010 et roulait tellement qu'on l'a vendu à 60 500 km le week-end dernier. Ça fait quoi, 3 600 km par an, c'est ça? C'est à peu près ça. En gros, on est une famille de cyclistes, ils faisaient plus de kilomètres avec leur vélo qu'avec leur voiture. Oui, et on leur avait fourgué un diesel alors qu'ils ne roulaient pas. Bon, voilà, donc c'était idiot. C'était la culture du diesel, malheureusement. Ça n'est pas des règles judicieuses. Voilà. Tout à fait. Comme là, on est sur la culture de l'électrique et peut-être que dans 20 ans... Peut-être. Donc là, le souci pour eux, c'est déjà qu'il est beaucoup trop gros. C'est un peu un paquebot pour eux. Ils ont des difficultés avec le gabarit maintenant, avec l'âge. Et on voudra leur trouver un véhicule plus petit, avec une assise assez haute. Et essence, évidemment, pour diesel. D'accord. Budget alors, c'est pour un budget maxi 10 000 euros. D'accord. J'ai pas entendu. Ça laisse du choix. 10 000. 10 000. 10 000. D'accord. Ouais, voilà. Alors après, en type de boîte, j'étais un peu parti sur de l'automatique. Mais je ne sais pas trop au niveau fiabilité ce que vous conseilleriez. J'avais eu dans l'idée un 1007 qui n'est plus fabriqué, mais je sais que c'est assez haut en assise, ça aurait pu être pas mal. Vous avez peut-être d'autres propositions, d'autres Je sais pas, mais le sourire de l'ami Jean-Luc est pas bon aussi. Ben oui, le Peugeot 1007, c'est la fausse bonne idée. Je commence à le connaître maintenant. D'abord parce que c'est pas très fiable. En plus, vos parents auraient adoré les portes coulissantes, sauf qu'elles tombent souvent en panne. Ah puis ma main, moi, elle a jamais aimé la porte coulissante. C'est exactement ce que j'ai vu comme retour, les portes coulissantes. Ah non, les mains, moi, je me suis fait coincer la main dedans. Vous savez pourquoi il y a des poignées de frigo dessus? Parce qu'au départ, la voiture devait être livrée avec soit des portes manuelles coulissantes, soit des portes automatiques coulissantes. Puis en fait, les manuels étaient tellement durs à ouvrir que ils ont gardé le système électrique sur tous les modèles, d'où ces grosses poignées en fait qui n'ont pas d'utilité. Ensuite, vous avez la boîte automatique tout-tronique. C'est un peu comme les portes coulissantes, ça marche pas. Et souvent, ça marche pas d'ailleurs. Et puis après, c'est un véhicule qui est très lourd pour son gabarit, qui consomme beaucoup, qui a des suspensions fermes. Enfin bon, bref, vous oubliez. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'oublier. Il vaut mieux qu'ils nous donnent des sous avec plutôt qu'on l'achète. Ouais, non, mais franchement, non. Alors, dans les véhicules un peu compacts, il y a un truc qui est très bien, qui n'est pas très connu, mais il y a deux marques qui le fabriquent. Vous allez me dire comment c'est possible, ça. Alors, vous avez soit chez Opel, c'est l'Agila 2. L'Agila 2, c'est le Suzuki Splash avec un badge Opel dessus. Voilà. Alors Laurence me dit Splash, ça lui parle, mais Agila pas. Voilà. Avec le 1,2 litre et une boîte automatique, c'est un modèle qui est fiable, qui proposera une assise un peu haute également, qui est beaucoup plus fréquentable que le 1007. Bam. D'accord. Voilà. Donc, et en termes de consommation, et en termes d'agrément de conduite, et surtout en fiabilité. Sinon, alors là par contre on aura une assise traditionnelle, une Nissan Micra 4, ça rentre largement aussi dans votre budget, ça offre aussi une bonne fiabilité, vous avez le moteur 1,2 litre avec la boîte CVT, c'est assez fiable également. D'accord. Ou encore, alors là pour le coup vous allez en trouver beaucoup, mais la fiabilité est moyenne, c'est une Citroën C3, deuxième génération avec un moteur 1,2 litre VTI et la boîte robotisée.
BMP5. Mais cette boîte-là, franchement, c'est pas... Voilà, c'est automatique, mais c'est la seule qualité qu'on peut lui trouver. C'est qu'elle passe les vitesses toute seule. Non, franchement, moi, vraiment, pour moi, le meilleur choix, un Opel Agila ou un Suzuki Splash, c'est la même voiture. Hein. Donc, vous pouvez trouver l'une ou l'autre dans les annonces. Et alors, voir après si ça plaît à vos parents. Mais s'ils avaient un partenaire Tipeee, ça devrait leur plaire. Parce que le partenaire Tipeee, c'est pas un prix de beauté quand même. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. C'est surtout la praticité pour mettre les vélos dedans. Voilà, mais écoutez, là vous allez voir, le Splash, c'est pas mal non plus. On peut rabattre derrière. Alors, je sais pas si un vélo rentre. C'est un tout petit peu. Non, mais là, c'est plus la nécessité de mettre le vélo dedans. Mais regardez déjà à quoi ça ressemble. Vous verrez, c'est pas moche. Hein, et c'est une bonne auto. D'accord, une bonne auto. On est bien. Une bonne auto fiable. J'ai commencé par ça, en fait. Très bien. Ok. Eh ben, j'avais pas du tout pensé à ces modèles-là, je vous remercie. Eh ben, c'est fait pour ça, c'est pour ça que vous nous appelez d'ailleurs. Oui, parce que si c'était juste pour vous dire que vous aviez raison. Alors le 1007, non, franchement, fausse bonne idée, vraiment. Vraiment. Okay. Cette voiture au départ, on s'est dit ouais chouette, ils ont trouvé la voiture citadine idéale et non. Voilà. Elle n'a pas duré longtemps, hein. Bah non. Mais je sais même pas comment si elle se vend bien en occasion. En plus, elle était chère. En fait, il y avait, elle souffre elle a beaucoup trop de défauts. La fausse bonne idée. Voilà, bah ça arrive, hein, ça arrive. Okay. Bon, Ludo. Je me permets juste un petit conseil, Jean-Luc. J'ai juste un doute sur ce que vous avez déjà dit. Moi, j'ai un diesel et j'ai besoin de lui faire du sport comme vous demandez. Oui. Pendant combien de temps et à combien de tours? Alors, si vous voulez lui décrasser les poumons, voilà. Explication de texte. Il faut 20 minutes. Ouais. Il faut 20 minutes et être à un régime d'au moins, on va dire, 3000 tours. Ok, bon bah c'est bon. Voilà. J'avais un doute sur ce que vous aviez dit. Ça décrasse tout, y compris le FAP. Ça décrasse pas tout. On ne peut pas revenir en arrière quand c'est vraiment trop encrassé. Mais en le faisant de temps en temps, on préserve l'intégrité de sa mécanique. On évite les FAP bouchés, on évite les injecteurs encrassés, etc. Super. Ludovic, bon week-end en Mayenne. Merci beaucoup pour tous vos conseils et gardez votre bonne humeur. Oh, merci ça, Ludovic. Tant qu'on pourra. On vous embrasse. Allez tout de suite maintenant, bonne humeur. Je ne sais pas si on va la garder avec les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Le site Caradisia qui publie le rapport gouvernemental secret sur la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et il y a un moment qu'on en parle, mais personne ne l'avait encore consulté dans sa presque totalité. On comprend pourquoi, puisque ce rapport met en évidence une rentabilité très supérieure aux prévisions qui avaient été faites lors de la vente, entre guillemets, des autoroutes aux sociétés privées. La privatisation tablait sur une rentabilité de 7,67%. Or, pour certains concessionnaires comme Eiffage, elle atteint 12,49%, c'est 61% de plus. Cette surrentabilité est bien sûr contestée par les sociétés d'autoroutes, car elle pourrait provoquer une rupture anticipée des contrats pour motif d'intérêt général. En clair, ça signifie une réduction de 5 ans et demi à 10 ans selon les concessions. Les sociétés d'autoroutes pourraient aussi diminuer le tarif des péages de 60% pour équilibrer les choses, mais là, on peut toujours rêver. Ouais, ça fait quand même beaucoup, 61% de plus. Après le Dieselgate, les nouvelles révélations de l'ICCT qu'on vient d'évoquer dans l'émission, une nouvelle bataille judiciaire pourrait s'ouvrir contre le diesel. Oui, en effet, la Cour de justice, on l'a dit un peu tout à l'heure, de l'Union européenne a déclaré mardi que les dispositifs, ça s'appelle les fenêtres thermiques dont sont équipés les moteurs diesel, constituaient bien un préjudice pour les utilisateurs. Dit autrement, avec ces dispositifs, la dépollution des NOx n'est pas assurée aux températures basses ou aux températures hautes. Par exemple, un Renault 1,5 litre DCI, on va être très précis, n'est pas dépollué en dessous de 17 degrés et au-dessus de 30 degrés. Au final, les émissions polluantes sont donc beaucoup plus élevées dans la réalité du trafic routier que lors de l'homologation. La décision de la Cour de justice européenne pourrait aboutir à des poursuites par millions, car pratiquement tous les diesels produits depuis une quinzaine d'années sont concernés. Allez, pour finir, on termine par les 10 modèles de voitures les plus produits dans le monde en 2022 et ça ne va pas plaire aux écologistes. Pas vraiment, puisque celui qui arrive numéro 1 est un gros pick-up américain bien polluant. Il s'agit du Ford Série F, fabriqué à plus de 800 000 unités. Il devance le Toyota RAV4 et la Toyota Corolla. En 4e place, on trouve la première voiture électrique. Il s'agit du modèle Y de Tesla, qui a dépassé les 700 000 unités. Suivent les Toyota Hilux, Ram Pickup, Toyota Camry, Chevrolet Silverado,
Wuling Hongguang Mini EV, une voiture chinoise qui est vendue sur le seul marché local. Et puis le Honda CR-V. Ça fait 7 SUV sur 10 voitures et pas une seule européenne et encore moins une française. Bon, vous en tirerez vous-même les conclusions qui s'imposent sur l'interdiction de vente des voitures thermiques en Europe en 2035. Et ben voilà, on a fait un point sur les brèves de la semaine. Merci beaucoup Jean-Luc. Et ben on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Quoique pour le 1er avril, peut-être que je ne serai pas là. Oh non. Moi, je vous enverrai un poisson à ma place. D'accord, un gros poisson. Oui, alors. Une baleine. Merci beaucoup. Passez une très très belle, un très beau week-end déjà évidemment. Et puis quant à nous, on se retrouve effectivement le week-end prochain. Les programmes continuent quant à eux sur Sud Radio. Tout de suite Invino, puis juste après vous aurez la roue des émotions. Et n'oubliez pas, bien sûr, rendez-vous rugby tous les samedis après-midi. C'est sur Sud Radio aussi. Ciao, bon week-end. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.